Bonsoir, bonsoir. 2022 avec nous. Les jeunes de Seine-Saint-Denis prennent la parole. Bonsoir Sarah. Bonsoir Laurent. Voilà, vous allez passer toute la soirée avec nous. Vous êtes très nombreux, très nombreuses à avoir répondu à l'invitation du conseil départemental pour vous exprimer à un moment très particulier puisqu'on est à 13 jours du premier tour des présidentielles. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les gens qui sont dans cette salle de prendre la parole et de donner leur avis sur la façon dont ils voient ces élections, sur ce qu'ils ont envie de dire et comment faire en sorte que leur parole compte. Vous êtes donc nombreux ici, à Saint-Denis, où nous sommes. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur Facebook Live. Vous êtes également nombreux, sans doute, à nous regarder en ce moment sur Trace Urbaine, la chaîne qui retransmet l'intégralité de cette rencontre. Et on leur remercie. Et nous allons, comme on vient de le dire, vous donner la parole tout au long de la soirée. Et à chaque fois, on va vous demander de vous lever, de vous présenter pour qu'on se connaisse, pour qu'on puisse discuter. Et on va donner l'exemple. Et donc, je vais vous présenter Sarah, si vous êtes d'accord. Je suis voilà. d'accord. Donc, Sarah Ouattara, vous êtes une créatrice d'entreprise, une entrepreneuse, comme on dit maintenant. Vous avez créé votre entreprise en Seine-Saint-Denis, c'est Samara Facilities. Qu'est-ce qu'on fait à Samara Facilities ? Samara Facilities, c'est une agence qui a décidé d'organiser des événements pour les grandes entreprises en mobilisant uniquement des talents locaux. Parce qu'il y en a. Il y en a énormément. Il y en a dans la salle, sans doute. Forcément. Forcément. Alors, vous avez grandi, vous avez étudié, vous travaillez en Seine-Saint-Denis, donc vous êtes vraiment bien placé pour donner la parole à tous ces jeunes-là qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des choses à dire. Hein, ça, vous le savez, vous les expérimentez tous les jours, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Laurent, je vais me permettre de vous présenter. Allez-y, allez-y. Laurent, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de Grand Public. L'agence qui va nous proposer aujourd'hui cette vidéo qu'on va vous lancer, projeter dans quelques minutes, et qui va nous permettre d'ouvrir la discussion, qui va nous permettre de recueillir votre parole aux jeunes qui sont présents parmi nous, aux grands témoins qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Et je pense que je vais peut-être inviter M. Stéphane Troussel à nous rejoindre, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et que j'invite. Alors, Stéphane Troussel, la première question qu'on a envie de vous poser, elle est naturelle, c'est pourquoi on est à 13 jours du premier tour, vous prenez une initiative comme celle-ci, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a pris, quoi. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne vais pas, comme on fait habituellement, saluer l'ensemble des élus qui sont présents dans la salle. Il y en a plein. Ce soir, on ne va pas beaucoup les entendre. Donc, ils vont se mettre dans la posture d'écoute par rapport à d'habitude. Permettez-moi simplement d'excuser le maire de Saint-Denis qui aurait aimé être avec nous, et pour écouter lui aussi, mais il est testé positif. Donc, il faut qu'il reste encore un peu chez lui. Cette initiative, elle est venue d'un constat. La Seine-Saint-Denis, elle est régulièrement soit caricaturée, soit inaudible. Et donc, finalement, en particulier dans ces moments d'élection, et notamment d'élection présidentielle, habituellement, quand on parle de ce territoire, il est même instrumentalisé, montré du doigt, stigmatisé, utilisé, finalement, pour décrire une situation dans notre pays, et particulièrement dans le cadre de l'élection à venir, avec une série de clichés sur les banlieues, sur la radicalisation, sur l'insécurité, les voitures brûlées, le voile, etc., etc., etc. Vous voyez ça à longueur de journée. La réalité, c'est que moi, avec d'autres, avec l'ensemble de celles et ceux qui sont ici, l'ensemble des acteurs engagés en Seine-Saint-Denis, on la vit au quotidien et ce n'est pas notre réalité. Et donc moi, ce que je veux simplement, c'est qu'à la fois, on décrive une réalité de notre territoire qui soit, j'ai presque envie de dire, normale, avec ces difficultés, on les connaît, elles sont réelles, difficultés d'accès au logement, difficultés en matière d'accès aux droits, de services publics, d'insécurité, mais aussi tout ce qui se passe ici, et en particulier, puisqu'on dit en permanence que la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune de France métropolitaine, eh bien, c'est ces jeunes qui vont faire l'avenir de ce pays. Et puisque, avec cette élection, on va engager pendant 5 ans notre pays, et peut-être encore pour plus longtemps, compte tenu d'un certain nombre de projets qui vont certainement être mis en œuvre, eh bien, ceux qui font l'avenir de ce pays, eh bien, on a voulu faire en sorte qu'ils puissent avoir la parole. Et donc, à travers une enquête, une centaine de jeunes, 104 très précisément, de toutes les villes de Seine-Saint-Denis, de 18 à 29 ans, avec des parcours très différents, à qui on a voulu donner la parole. On a fait une rencontre à Saint-Denis, à Noisy-le-Grand et à Sevran en plus petit comité pour échanger, et puis ce soir, rassembler l'ensemble de ces paroles pour poursuivre l'échange et surtout avoir une matière qui, j'espère, nous sera utile collectivement.
Peut-être encore une question. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que c'est bien de parler, encore faut-il être écouté. On a compris que les élus étaient venus pour écouter, ce qui est vraiment, je pense que tout le monde attend, hein, de toute façon. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce qui va se dire ce soir? Parce que si ça reste dans notre petite salle bondée de gens qui sont intéressés, ça ne va pas suffire. Donc en fait, d'abord, j'attends moi ce soir de l'écoute, de l'échange et effectivement de la matière pour interpeller la société tout entière. Encore une fois, on ne peut pas dire ce territoire, c'est le plus jeune de France métropolitaine. C'est d'une certaine manière là où l'avenir de notre pays est en train de se jouer. Dans un pays, dans un continent qui sont en train de vieillir, c'est ici que l'avenir du pays est en train de se jouer, puisque la moyenne d'âge est une des plus faibles du pays tout entier. Et donc ce que je veux, c'est que la matière qu'on aura rassemblée, les échanges qui auront eu lieu ce soir, et qui vont certainement dégager un certain nombre d'attentes, d'aspirations, d'exigences, eh bien on puisse les porter au-delà des limites de ce département. Il y a un certain nombre de journalistes, de médias qui sont présents dans la salle. Je les en remercie d'ailleurs parce qu'ils vont aussi nous aider d'une certaine manière à essayer de porter autrement la parole de la Seine-Saint-Denis et des jeunes de ce territoire. Mais aussi, je souhaite qu'à partir de là, et moi j'en prends l'engagement, interpeller directement les candidates et candidats à l'élection présidentielle en leur disant, bien écoutez, voilà ce qu'a à dire la jeunesse de ce territoire de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que maintenant, vous avez à leur répondre? Très bien, on va s'arrêter là parce que comme on l'a promis, on va être très court. Stéphane Troussel, je vous remercie. Vous avez aussi, donc je vous laisse regagner votre place. Voilà, on a aussi lu dans la presse, puisqu'il y a déjà eu des petites annonces, que c'est une soirée transpartisane. C'est très important. Ça veut dire clairement que ce soir, la question, c'est pas de savoir pour qui vous allez voter, pour qui vous n'allez pas voter, ou pourquoi vous n'allez pas voter, ou pourquoi vous allez voter. Ça, on en parlera, mais on ne va pas savoir pour qui. Ça, c'est pas le sujet. Hein. C'est transpartisan. On va y veiller, Sarah. On va y veiller et surtout, je tiens à rappeler à l'Assemblée qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de vous exprimer, de partager avec nous votre sentiment, avec tout le monde vos sentiments. Et c'est pas souvent qu'on donne la parole aux jeunes, alors n'hésitez pas, osez. Voilà, vous allez oser, et alors vous allez voir, vous avez déjà osé en fait, puisque comme l'a rappelé Stéphane Troussel il y a un instant, et comme vous l'avez dit en entrée, on a interviewé 104 jeunes du département. D'ailleurs, parmi ceux qui sont là, qui a été interviewé? Juste levez la main, que je vois un petit peu. Voilà, donc merci, vous avez pris du temps, vous avez donné votre avis. Ce n'est pas un sondage, hein. On a entendu des jeunes s'exprimer. On leur a posé 3 questions, on vous a posé 3 questions. La France pour vous, le sujet le plus important pour vous dans cette campagne, qu'il soit abordé ou pas, on va le voir. Et enfin, le vote pour vous, la politique pour vous. Est-ce que vous avez un point de vue dessus? Vous n'allez pas être déçus. On va regarder la vidéo et on discute. C'est parti. La France, c'est bien, c'est beau. Bah, c'est mon pays. C'est nous, c'est les gens derrière qui passent. C'est la cohésion sociale, c'est la beauté, c'est je sais pas, l'architecture, le paysage, les gorges du Verdon. Je suis fière de notre pays parce que tout simplement, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un pays avec des valeurs très ancrées, avec une belle histoire. Et notre pays est mondialement connu pour tout simplement les valeurs que représente la France, valeurs que je suis fière de porter avec liberté, égalité, fraternité. Il y a beaucoup de choses qui posent problème dans ce pays, comme l'égalité, le pouvoir, la politique. Pas tous égaux parce qu'il y a beaucoup de différences, que ce soit entre les personnes assez bien aisées et les personnes de banlieue. Ce qui me pose problème en France, moi, c'est par rapport au racisme. Ça touche tout le monde ici. On est beaucoup sur les médias, on est beaucoup attaqués. Moi, ce que j'aime beaucoup en France, dans les cités surtout, c'est qu'on est tous soudés, on est tous entre nous, noirs, arabes, blancs, chinois, indiens. Ouais, on est tous ensemble et c'est ça que j'aime bien aussi. Sri Lanka, excuse-moi, Aaron. Alors, c'est là. Numéro 7, c'est bien là. Merci de nous accueillir pour cette enquête. Elias, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Xavier, ça va? Prêt pour l'interview? Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans et ça fait 27 ans que j'habite à Drancy. Je m'appelle Mara Moussa, j'ai 25 ans, j'habite à Saint-Denis. Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans. Je suis en filière de droit pour devenir avocate. Bonjour, je m'appelle Chekne Bachili, je viens de Montfermeil et j'ai grandi ici. Vous faites quoi dans la vie?
Je travaille en tant qu'opérateur tunnelier. Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans, je suis assistante secrétaire polyvalente et j'ai un chien, 2 chats, un cheval. La France, tout le monde connaît déjà le Tour Eiffel, qui c'est le pays d'amour. Il y a toujours l'espoir et l'optimisme en France parce qu'il donne de la chance pour les gens qui viennent de l'étranger comme moi. Quand moi je voyage dans d'autres pays, les Français, on est plutôt bien vus, que ce soit au niveau du style vestimentaire, de l'éloquence. C'est un pays qui fait rêver tout le monde au niveau de la gastronomie et au niveau des pâtisseries et tout. Moi, je suis un très très grand consommateur de pâtisseries. Quand j'étais plus jeune, la France, c'était un peu comme le rêve américain en fait. Quand je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. Et dans ma tête, si j'allais arriver en France, j'allais avoir que des Français. Et en fait, j'étais super étonnée et contente de voir que finalement, dans ma classe, qu'il y avait des Indiens, qu'il y avait des Maliens. La France, pour moi, était comme un paradis sur terre. C'est un pays civilisé. Dans mon pays, on n'a pas le droit de s'exprimer, de donner ton opinion. Donc c'est ça ce que j'ai appris, le respect de l'homme en fait. La France, c'est un pays qui se présente comme un pays uni. Mais en profondeur, je pense que on n'est pas vraiment dans l'union. C'est-à-dire que l'inégalité dans les villes, dans les départements, ça se voit clairement. Ce qu'on dit liberté, égalité, fraternité, il n'y en a plus trop, quoi. C'est un peu une société un peu patriarcale, le vieux français, quoi, avec ses habitudes, ses pensées qui ne bougent pas. Enfin, c'est beau sur le papier, la France, mais je dirais que non, c'est pas ce qui se passe en réalité. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un pays plutôt riche, occidental, qui a marqué l'histoire, pas forcément toujours de la bonne façon. Je pense forcément à la colonisation, puisque y a eu un impact considérable finalement pour toute l'histoire de l'humanité. La France est toujours là, elle crée des choses, la construction de voitures, de fusées ou autres, tout ce qui est pharmaceutique, etc. Il me semble qu'on a beaucoup d'influence, politiquement, économiquement, partout, la France rayonne toujours. On a des technologies qui sont intéressantes, des entreprises, des startups qui sont très productives. Je pense qu'on est bien vu au niveau international. Même pour avoir des connaissances en Chine, c'est que les personnes voient la France comme un pays qui est très intéressant. À chaque fois qu'on va à l'étranger, par exemple au Canada, on nous disait qu'on a de bons diplômes, même les infirmières françaises qui vont au Canada, elles sont hyper prisées. Même en termes d'innovation, on est quand même assez fort. Mais c'est un peu comme si on était bien formés et puis après, il n'y avait plus de place pour nous. Cette France, à l'étranger, elle s'implique géopolitiquement, puisqu'on sait que dans les conflits, elle essaye d'apaiser. On voit avec la Russie et l'Ukraine en ce moment. J'ai l'impression que la France s'est rabaissée vis-à-vis des autres pays en fait. Sur plein de choses, on n'a presque plus aucune autonomie. Les gouvernements, que ce soit le français ou plein d'autres pays, sont à la botte des entreprises. Et pour moi, c'est clairement plus un pays qui fait le monde et c'est une entreprise. Je la vois comme un pays qui donne un peu trop beaucoup à énormément de gens qui forcément n'ont pas besoin. Des gens qui viennent exprès en France juste pour la sécurité sociale. Les Roumains, les réfugiés politiques, tout ça, ils ont des aides de l'État que nous, on n'a pas. Même pour les Français, je dis pas, il y a beaucoup d'aides aussi, mais moins. En fonction d'autres pays, je pense que la France a énormément d'avantages. Par exemple, on va juste la comparer aux États-Unis. On a la sécurité sociale, ce qu'eux n'ont pas. Donc nos soins sont gratuits. On a l'accès à la CAF, au RSA. Et surtout qu'on a la bourse, on aide les jeunes dans leurs études. La France est un pays d'opportunités dans le sens où si un jeune veut être subventionné pour ouvrir une société, la France, elle va l'aider. Le chômage, c'est quelque chose de bien aussi, on va pas se mentir. Ça permet aux gens de pouvoir continuer à payer leur loyer, payer leurs charges et après faire une formation et arriver à rebondir sur une situation professionnelle meilleure. Le fait d'être une femme qui veut faire des études, qui veut travailler, qui veut avoir une vie, qui veut être autonome, quoi. Par rapport à dans d'autres pays, au niveau de ça, on est bien. En France, on a tout. On peut se mettre avec un homme, on peut se mettre avec une femme, on peut se mettre avec qui on veut. Et c'est ça la liberté que je retrouve ici en France et qu'on n'a pas partout dans tous les pays. On dit qu'on est libre d'expression, que la France elle est laïque, mais on cherche à tous nous mettre dans des petites cases. Il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas croire en ça, il faut croire en ça.
parce que je suis voilée que je ne peux pas faire avocate, par exemple. La France, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup d'harcèlement. Je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination envers les musulmans, envers les personnes de couleur, entre toutes les personnes, même les Français des fois. Quand j'ai grandi dans les environs, on ne connaissait pas le racisme. Hein. Le racisme, on l'a connu à la télé. Nous remplacer. Je parle du grand remplacement, comme c'est un petit peu dans l'actualité en ce moment. Ça me contrarie l'idée de mettre, par exemple, ma mère et moi dans un bateau pour nous renvoyer en Afrique. Même si je suis né en France, je me sens pas forcément... Enfin, je connais rien d'autre que la France, mais je sais pas, je me sens pas forcément français. Je m'appelle pas Baptiste. Quand tu dois chercher un stage, que tu envoies ton CV, enfin, c'est des petits trucs, mais voilà. Et puis même quand on entend parler à la télé, les jeunes du 93, je sais pas, c'est dans ma tête. J'ai souvent l'impression qu'on essaie de diviser en France, alors que c'est pas du tout le ressenti que j'ai dans la rue. Dans les médias, par exemple, j'ai l'impression que on se pose pas les bonnes questions. Il y a quelque chose qui va pas dans le discours. La France, pour moi, c'est un berceau de plein de cultures. C'est un lieu où on apprend à vivre ensemble, un lieu où on peut être libre, un lieu où on peut apprendre, on peut voter et décider de notre avenir. La question que j'aimerais voir au cœur de la présidentielle, c'est surtout des questions d'écologie. On ne fait que parler d'autres sujets tiers et il y a aussi Jeff Bezos qui part dans l'espace, mais par contre on ne fait rien pour les inondations, pour les sécheresses qui arrivent. La question du changement climatique qui va arriver forcément, mais pas forcément comme on l'entend souvent, juste réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais plus une approche de cette question-là de manière un peu sociale et économique. Comment accompagner les changements qui vont arriver, comment accompagner les personnes les plus vulnérables. Ce serait vraiment sur le passé et surtout sur l'histoire qui est transmise. Parce que c'est un sujet qui revient énormément chez moi, en Martinique. On est encore très touché par les stigmates qu'ont laissé l'esclavage sur notre société. La question que je voudrais voir au cœur de la campagne présidentielle, c'est donc l'inégalité homme-femme. Je veux avoir tout autant de chances qu'un homme et qu'on puisse avoir une bonne relation entre les hommes et les femmes. Sur les réseaux sociaux, je vois souvent énormément de femmes qui se font agresser, que ce soit au milieu professionnel ou au sein d'un foyer. J'ai des sœurs, il y a ma mère et c'est des choses que j'aimerais pas que ça leur arrive. Pour moi, la question à aborder, je trouve que rien que la police ici, ils n'ont pas assez de droits pour se défendre eux-mêmes en fait. Quand je vois dans les autres pays, on est vraiment trop faible ici, trop facile. Quand on pense aux gilets jaunes, il y avait 20 et quelques éborgnés, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait 20 éborgnés pour aucune condamnation, ce qui est assez bizarre. Ça crée aussi un sentiment de défiance entre la population et du coup et la police, quoi. La question que je voudrais voir au cœur de la présidentielle, je pense dans un premier temps le handicap. En 2022, il est temps que ces personnes-là soient intégrées à la société comme tout le monde. Le sujet qui me paraît important, c'est vraiment l'assistance des personnes âgées. Le suivi, en fait, l'accompagnement des personnes en fin de vie, l'accompagnement des gens qui finissent en maison de retraite. À côté de ma structure où je travaille avec les jeunes, il y a un resto du cœur et je vois que des personnes retraitées. Ils touchent une petite pension, je pense, de 800-900 €. Ils payent avec leurs charges, leur loyer et à la fin du mois, pour eux, manger de la viande, c'est du luxe. Le logement, c'est quand même une grande partie de nos revenus. C'est quand même très cher et c'est une question... Moi, j'en entends pas beaucoup parler, en tout cas dans les discours. Si on en revient à la jeunesse, ça peut être compliqué de se loger, d'avoir un logement correct. C'est vraiment la vie quotidienne qui est touchée sur le logement et le pouvoir d'achat. Nous, il faut 20 ans, voire plus de 30 ans pour être propriétaire d'une maison. Si vraiment vous voulez le bien de la France, il faudrait peut-être commencer par les personnes qui sont dans le besoin. Et les personnes qui vivent dans la rue, dans le froid comme ça, sous la pluie, moi ça me fait trop de peine. Je n'ai jamais eu le souvenir d'une personne qui s'est présentée aux élections qui a parlé de vouloir aider les SDF. La question que j'aimerais voir au cœur de les campagnes présidentielles, c'est le pouvoir d'achat. Par exemple, l'augmentation d'essence, moi, mon essence, je la mettais à 60 € il y a 2 mois. Là, je la mettrai à presque 100 €. Tout le monde se pose la question de comment je fais à la fin du mois, quoi.
La France est trop chère pour ce que nos citoyens gagnent. Ça j'ai entendu aucun encore président le dire. Le SMIC au jour d'aujourd'hui, il est à quoi? Il est à 1300 je crois. À part les pilotes de ligne, tous ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, c'est qu'eux qui peuvent vraiment s'en sortir. La question que j'aimerais voir au cœur de la campagne présidentielle, c'est l'augmentation des salaires pour tous, pour vivre décemment, pour vivre dans de meilleures conditions, pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut et ne pas être chaque fin de mois au sol, on va dire. Moi, je suis capitaliste. Je suis républicain. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'un salarié, son patron, pourrait avoir 20 fois son salaire. C'est un fait, ça me terrorise. La question que j'aimerais voir au cœur de la politique et surtout de la campagne présidentielle aujourd'hui, ce serait vraiment la place des jeunes dans la société. On a d'ailleurs entendu parler de faire payer les études secondaires en faculté. Je trouve ça juste scandaleux. Ça me met tout simplement en colère. Demander aux jeunes comment ils vivent, comme maintenant. Comment ils sont, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils mangent à leur faim, c'est tout. Demander aux entreprises d'être plus indulgentes quand ils embauchent des étudiants. Ou être caissière à Lidl ou n'importe. Non, désolé, votre expérience. J'ai 21 ans, quelle expérience? Je n'ai pas d'expérience. Après que j'ai joué à la caissière quand j'étais petite, oui. Il faudrait qu'on parle des ados qui sont en difficulté. Je suis à la rue, je n'ai pas de famille, j'ai personne. Et je trouve personne pour m'aider alors que j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à l'ASE, mon éducatrice, mais il n'y a personne pour m'aider. Les rapports à l'éducation, l'accès à l'éducation pour certains jeunes de banlieue ou certains jeunes tout court. J'écoute un ancien rappeur, Oxmo Puccino. Et lui, il disait que lorsqu'il était jeune, la conseillère d'orientation, elle lui a dit « Mais va faire un BEP chaudronnerie ou un BEP chaussures. » Mais je vais faire quoi avec un BEP chaussures ou un BEP chaudronnerie? Dans tout mon parcours, moi, j'ai toujours été peut-être le profil atypique. J'ai fait une grande école de commerce et j'étais toujours la fille qui vient de banlieue, plus la fille qui vient de parents immigrés. Et j'ai envie que cette image elle change et j'ai plus envie d'être une exception. J'ai envie que ça se généralise. Comment nous montrer, comment nous apprendre à ouvrir aussi nos propres entreprises? Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend à être un bon ouvrier, mais pas être un bon chef d'entreprise. Si les jeunes d'aujourd'hui ouvraient chacun des entreprises, il y aurait déjà plus beaucoup de problèmes, moins de délinquance, plus de travail, moins de chômage. C'est la question de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Moi, il faut savoir que j'ai commencé très jeune le domaine de l'entrepreneuriat, j'étais même pas majeur. Moi, on m'avait jamais parlé d'impôts, comment les déclarer, ceci, cela. Et du coup, j'ai causé pas mal de petits problèmes à ma maman à cause de ça. Mais je trouve qu'à l'école, par exemple, en France, ça devrait être intégré parce que ça fait partie de la vie après l'école. J'aimerais bien que la France paraisse plus réceptive aux nouveaux projets comparé aux voisins anglo-saxons. Inciter les jeunes à écouter ce qu'ils aiment le plus plutôt que ce que le marché du travail va proposer. On sort du bac, école, pas école, travail, pas travail, gros diplôme, pas gros diplôme, master, bac plus 2, et tout ça pourquoi au final? Dans toutes ces caissières que j'ai côtoyées en étant à Auchan, il y en a plein qui avaient des ambitions autres ou des rêves qu'elles n'ont jamais pu réaliser. C'est pas normal en France. Égalité des chances, blabla, c'est pas normal. Pour convaincre les Français d'aller voter, pour moi, il faudrait que les débats présidentiels soient peut-être un petit peu plus sérieux. Quand je vois des débats à la télé, ça me donne même plus envie de voter parce que je me dis que c'est un petit peu n'importe quoi. Je verrais vraiment deux adultes en train de débattre avec des sujets sérieux. C'est quand même l'avenir du pays qui est en jeu en fait. Je pense que ce qui repousse le plus les gens finalement du fait d'aller voter, c'est le fait qu'on leur serve le vote utile, qu'on leur serve un peu un sondage dans la bouche, déjà quelque chose de prémâché, qui serait déjà fait, le jeu est déjà joué. On n'a pas jusqu'à dire que ça fait télé-réalité peut-être les élections, mais de temps en temps, oui, un peu. Voilà, c'est plus qu'une question d'image, de passage à la télé dans certaines émissions. Casser le miroir de la télé, des médias, des réseaux sociaux et juste de se voir en vrai. Tout est millimétré, ils savent exactement ce qu'ils veulent dire. Alors que si on se voit en vrai, je peux lui poser une question ou ça va lui poser une colle. Il va être en mode « Waouh, j'ai pas la réponse, ça j'ai pas vu avec tous mes collègues derrière là, qui sont tous payés avec moi dans la campagne. » Quand je vois tous les élus actuels, le gouvernement tel qu'il est, et qu'ensuite je regarde là où je vis, c'est pas du tout c'est pas le même pays. Enfin, je suis désolé, mais vraiment moi c'est pas dans mes projets d'aller voter aux prochaines élections. J'ai l'impression que globalement on n'est pas écouté, que ça sert vraiment à rien. Le sentiment que j'ai actuellement, c'est de ne pas forcément être pris en considération
C'est plus des hommes ou des femmes riches qui se battent pour avoir une place au sommet et qui utilisent les citoyens comme piédestal. Et je pense que c'est ça qui pourrait m'amener à l'abstention alors que j'ai envie de voter. La plupart des abstentionnistes, on voit que c'est des personnes assez jeunes. Donc je crois que c'est les 18-25 ans qui sont le plus abstentionnistes parce que justement elles se sentent à l'écart de la politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas, c'est juste que comme on ne s'intéresse pas à eux, derrière ils ne vont pas s'intéresser à la politique. Rares sont les jeunes que je connaisse qui me disent « Ah, moi j'ai vu sa campagne à lui, je suis super intéressée ». Enfin, pour que les jeunes ils s'intéressent à la politique, je pense qu'il faudrait je sais pas, faire des meetings avec les jeunes ou venir se déplacer eux-mêmes, nous expliquer leur campagne. Pour convaincre la population d'aller voter au présidentiel, il faudrait leur proposer un programme qui les concerne. Moi, personnellement, je ne vote pas depuis super longtemps, depuis 2015, je ne vote pas. Parce que ça me dit rien, je sais pas. Et chaque fois qu'on allume la télé, c'est BFM TV, vous voyez. Et leur tas de conneries là. Les musulmans, l'islamisme, nanana, et voilà. Et en attendant, les Français ils souffrent, il y a des vrais problèmes, vous voyez, de société. Eux, ils parlent que de ça. Les musulmans, l'islam, les terroristes, la bombe. Il n'y a jamais quelqu'un de notre communauté qui sera président ou ministre ou qui va nous représenter vraiment. Quelqu'un qui est né en France, qui a fait des études pour devenir ministre ou devenir quelqu'un, bon, c'est mort. Ils vont te bloquer. Parce que t'es noir ou t'es un rebeu, c'est mort. Avoir des gens comme nous, le peuple, on va dire, au gouvernement. Quelqu'un qui sache le prix d'une baguette, rien que ça déjà. Je pense qu'il faut mettre tout le monde sur le même piédestal. Et là, après, on pourra parler. On pourra aller voter. On a un problème de pouvoir. Il y a beaucoup trop de pouvoir au niveau de ceux qui sont au-dessus. Pas assez pour ceux du peuple. Donc quand je dis du peuple, je parle du peuple et du bas peuple. Parce que je nous considère comme le bas peuple. Moi, je ne crois pas forcément au vote comme moyen de changer les choses. Parce que personnellement, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va aboutir à pas à des réformes, mais justement à des révolutions de nos modes de vie. La démocratie, faut voir l'étymologie du mot, quoi, le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Et moi, j'ai pas trop envie de transiger avec ça pour le coup, quoi. Le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du peuple. C'est pas le pouvoir de ses représentants qui pourront après faire ce qu'ils veulent pendant 5 ans avec un mandat. Ça veut dire le pouvoir du peuple et à n'importe quel moment. Moi, étant issue de l'immigration, sur mes 2 parents, j'ai que ma maman qui a finalement le droit de vote et c'est elle qui me pousse à voter. J'ai toujours mon papa qui m'a dit « exprime ta voix, profites-en, tu travailles, tu payes des impôts, c'est ta force ». C'est l'impact que tu peux avoir aujourd'hui dans la société. C'est la première fois que je vais pouvoir aller voter et je ne vais pas passer à côté de ça. Les femmes, à l'époque, on s'est battu pour avoir le droit de vote, pour être à l'égalité des hommes. Je sais pas qu'est-ce que tu fais encore, cloué sur ton lit et ne pas aller voter en fait. Pour moi, t'as envie de bouger la France, tu vas bouger tes fesses et tu vas aller voter. Nous, on est là, on vote pas parce qu'on se dit que ça va rien changer à notre vie en vrai. C'est ça qu'on se dit. Mais si demain, il y a vraiment un président qui fait en sorte de changer notre vision des choses, bah ça pourra nous motiver à voter, que ce soit les élections municipales, les élections présidentielles, toutes les élections en fait. Bon, ça, c'est pas toujours ce qu'on entend dans les débats à la télé, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment des choses passionnantes et on va continuer à rester à ce niveau-là. Alors, on va vous donner la parole, c'est prévu. Alors, qui prend la parole en premier? Alors, Hugo, tu es à côté de quelqu'un. Vas-y, je t'en prie. Voilà, Sophia, ça vous empêche pas de vous lever pour vous présenter en même temps? On vous a vu à l'instant. Si tu mets le micro... Voilà, le micro tout près, sinon l'ingénieur du son va nous faire des remarques, il aura parfaitement raison. Le micro tout près de la bouche. Alors, présentez-vous, je vous en prie. Bonjour, moi je m'appelle Sophia, du coup j'ai 18 ans et je suis étudiante, je suis lycéenne pour l'instant. Très bien. Et vous êtes venu ce soir, vous avez accepté d'être interviewé. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez d'une soirée comme celle-là? Qu'est-ce qui vous pousse à participer à un événement comme celui-ci? Vous avez l'habitude de venir dans des réunions publiques pour prendre la parole? Non, pas vraiment. D'accord. Et pour ça, vous avez dit oui quand même. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une soirée? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Déjà, je trouve que c'est intéressant ce genre d'événement parce que là, même dans le film, on a vu des choses qui ressortent pas forcément à la télé, sur les médias, etc. Donc, c'est une démarche que je trouve intéressante et importante. Mais s'il y a un message, tout à l'heure, le président du conseil départemental, il disait on est venu vous écouter. S'il y a une question dont vous vous dites, dans ce débat qui est en train d'avoir lieu, on a encore 13 jours pour se décider, pour ceux qui ont décidé d'aller voter, quel est le sujet dont vous vous dites il faut en parler? Si on ne parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Si on parle de ça, ça pourrait m'intéresser.
J'avais répondu à cette question du coup lors de l'interview. Donc pour moi, ce serait les inégalités sociales, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui ressort majoritairement dans une société. Finalement, c'est les riches, les pauvres, classe moyenne, pas classe moyenne, etc. Et c'est pas ce qu'on voit pour l'instant dans le débat, je trouve, ou du moins on n'en parle pas assez. Très bien, merci. On reprendra la parole tout à l'heure. Alors, mais c'est toi, Sarah, qui on a va une t'y petite mettre. question là-bas. Voilà, allez-y. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Pascal Ambra. Je suis venue ce soir pour vous parler de nous, les jeunes. D'abord, je suis étudiante en droit à l'université Sorbonne Paris Nord, qui est pas très loin d'ici, et elle est à Villetaneuse. On est toujours à Saint-Denis qui dit 93, mais nous sommes ici réunis pour parler de la présidentielle. Donc, je laisse la parole à vous, monsieur, pour vous poser des questions. Alors, Ambra, moi, je vais vous rappeler une petite question et vous dire que vous avez toute la liberté pour nous répondre. Dans le reportage, vous indiquiez qu'on demande souvent, on impose souvent aux jeunes d'avoir de l'expérience. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est juste de la défiance? On les sent incapables? Est-ce que par quels moyens on pourrait les rendre un peu plus responsables dans la société dans laquelle ils vivent? D'abord, je sais par ma propre expérience, lorsque j'ai postulé à Lidl, étant étudiante en droit, je n'ai pas d'expérience en tant que caissière. Et on m'a demandé, vous avez de l'expérience mais pour savoir si vous savez calculer, j'ai fait de l'école, je sais calculer. Mais c'est pas ça la question, c'est la question que les entreprises ne sont pas assez indulgentes, comme je l'ai dit dans la vidéo. Elles sont, comme vous le dites, réticentes. Peut-être elles se méfient des jeunes gens. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de former les jeunes. Aussi, je me rappelle, j'ai postulé à Carrefour Express, dans une campagne pas loin d'Orléans. Et la dame, la gérante m'a dit j'aimerais bien te prendre, mais entre nous, j'ai un peu la flemme de te former, c'est pour ça. Et moi, j'avais besoin de l'argent à ce moment-là pour financer mes études. J'avais besoin pour financer mon logement. On ne voulait pas me prendre parce que je n'avais pas d'expérience. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez profiter ce soir de la présence silencieuse d'élus dans cette salle? Quels conseils vous pourriez leur donner pour encourager encore plus les entreprises à faire confiance aux jeunes? Je dirais, en tant qu'étudiant à l'université, on ne nous aide pas assez à trouver des stages. D'abord, le stage, c'est une initiative pour rentrer dans la vie active, dans les entreprises. Mais je sais que nous, à l'université, même à la Sorbonne ou à SAS ou n'importe quelle université privée ou publique, quelle que soit, on nous aide pas, on n'est pas assez encadré. On nous laisse libre champ, aller dans le monde, débrouillez-vous. Et c'est pour ça que les entreprises sont plus réticentes à nous embaucher, puisqu'elles savent qu'on n'a que de la théorie. Moi, je sais, le droit, c'est le code civil, c'est les lois, je connais les lois, mais c'est pas ça le droit. Le droit, c'est ce qu'on vit, les relations entre les jeunes. Et les entreprises doivent savoir s'adapter. Très bien, merci Ambra. Tant que les élus, ils doivent s'adapter à nous, aux jeunes. Merci voilà, bien. merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Donc voilà un des sujets proposés à l'attention de tout le monde. Tiziri, voilà, Alors, présentez-vous. Alors, bonsoir, moi c'est Joseph Mathurin Floyd, j'ai 21 ans. Très bien. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? À ce niveau-là, quasiment tout ce qui a été dit m'a fait un titre en fait. Ça m'a tité dans la tête. Pourquoi? Puisque je regarde, on est nombreux, on n'est que des jeunes, et on a tous le même dire. Beaucoup d'entre nous parlons de liberté, égalité, fraternité, et au final, on remarque tous que ces trois mots n'ont plus aucun sens pour nous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on arrive dans un monde où on nous demande de grandir, d'avancer, d'avoir de l'expérience. Mais comment voulez-vous qu'un être humain puisse avoir de l'expérience alors qu'il sort d'une école? Des fois, il fait des années d'études, des années, on peut être jusqu'à 10 ans. Moi, j'étais parti pour faire au moins 8 ans d'études en supérieur. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça ne servait plus à rien. Puisque tu peux avoir n'importe quel diplôme que tu as sous cette terre, mais en réalité, ton travail, si tu n'as pas ton expérience, si tu n'as pas vécu dans le travail, ils ne t'accepteront pas. Aux candidats,
aux 12 candidats qui se demandent comment fasse jouer le vote, hein, et si on ne regarde pas les sondages et le vote utile, comme le suggérait un jeune homme qui a pris la parole, vous avez envie de dire quoi? Puisque ce soir, on les interpelle, on leur dit, voilà les sujets dont nous aimerions parler. Vous leur dites quoi? Vraiment, je dis que si vous vouliez vraiment avoir l'avis du peuple, ben, adressez-vous déjà aux jeunes. Puisqu'à ce jour, le plus important, ce sont les jeunes. C'est les jeunes qui décideront de comment sera l'avenir, de qui vivra, qui travaillera. Qui fera les lois, ce seront les jeunes. À ce jour, la seule solution pour pouvoir changer notre monde, notre pays, j'ai envie de dire, c'est d'écouter les jeunes et d'avancer dans le sens des jeunes pour qu'ils puissent progresser et avancer aussi dans leur vie. Merci beaucoup. Merci Floyd. On continue, vas-y Sarah. Une nouvelle question. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Inès, j'ai 27 ans et je suis conseillère en insertion à la mission locale de Pantin, voilà, dans le 93. Et qu'est-ce que vous retenez, parce que vous rencontrez très régulièrement des jeunes, qu'est-ce que vous retenez après ces échanges, après les échanges que vous avez avec ces jeunes? Au final, en fait, ça confirme un peu ce que je vois tous les jours. Donc nous, on accompagne des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Et c'est que les jeunes, en fait, ils ne se sentent pas considérés. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces jeunes-là n'existent pas. Et surtout, notamment, les jeunes du 93. Ah, je ne vais pas postuler à cette offre d'emploi parce que je viens du 93. Et en plus de ça, j'ai un nom, connotation maghrébine ou africaine. Donc, en fait, eux-mêmes, ils vont se mettre des barrières. Et je pense que si aujourd'hui il y avait, en tout cas les politiques ou même les élus, leur donnaient confiance, leur disaient, en fait, vous êtes capable et finalement votre double culture ou triple culture, c'est une richesse, c'est pas une faiblesse. C'est une chance aujourd'hui de pouvoir parler deux langues. C'est une chance aujourd'hui d'avoir plein de dialectes, d'avoir de pouvoir aller dans son pays d'origine, voyager. Et en fait, c'est ça qui crée finalement un manque de confiance à ces jeunes-là parce qu'ils se sentent pas entendus au final. Pourquoi ils n'en parlent pas, les candidats, d'après vous? Parce que peut-être que ce n'est pas assez vendeur, je ne sais pas, peut-être que ça ne les intéresse pas. Pourquoi ils ont... Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Merci. Une nouvelle question par là. Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 24 ans et je suis technicienne dans data center à Aubervilliers, et j'habite à Saint-Denis. Ce que j'ai retenu principalement aussi du film, c'est au niveau de l'éducation. Je pense qu'on n'est pas assez accompagné sur ce qu'on veut réellement faire par rapport aux qualités qu'on a en tant qu'être humain. Et en fait, on va surtout regarder ce qui vend la LMD, les études supérieures, c'est la personne qui va finir avocat, médecin, ingénieur, alors qu'en vrai, il y en a trop et il y a un tas de métiers qui sont incroyables et qui n'ont pas forcément besoin de faire autant d'études. Et donc ça, c'est le premier point. Et j'aimerais aussi qu'on aborde surtout la condition des femmes dans la société. Je trouve qu'on n'est pas assez au cœur des discussions, sachant qu'on est quand même une grande partie de la population mondiale. Et à défaut de ça aussi, qui permettrait aussi de parler des personnes, des communautés LGBTQ+, des personnes handicapées, du racisme, etc. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a moins d'inclusion, en tout cas qu'il y a moins d'implication ou d'intégration des femmes, des personnes qui souffrent d'un handicap et tous ceux que vous avez nommés dans la société? C'est des personnes qui subissent des discriminations à longueur de temps. Et les personnes qui ont deux types de discrimination, elles arrivent à l'intersectionnalité qui va créer une autre discrimination et qui va faire qu'elles vont être encore plus discriminées qu'une... Par exemple, moi, en tant que femme cis et blanche, je vais être sexisée, mais je ne vais pas subir de racisme, mais je ne vais pas subir de transphobie. Comment on sort de ça? Quand on compte parmi ces candidats à la présidentielle, comment on peut sortir de ça? Il faut inclure les personnes, il faut arrêter de... Avoir une identité, c'est bien, mais il faut arrêter de nous mettre dans des cases et montrer que c'est ces cases-là en fait, qui nous identifient et qui nous... C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire quelque chose qu'un homme fait aussi. Ce sera peut-être plus difficile, mais ça veut pas dire que je serai incapable. Et ça, il faut que ça rentre en fait. Il faut qu'on arrive à voir plus la personne et pas une femme ou une personne de couleur ou autre chose. Il faut qu'on arrive à voir vraiment l'être humain. Par exemple, quand on dit liberté, égalité, fraternité, normalement dans le mot fraternité, il n'y a pas de femme. Donc, rien que déjà de là, en fait, on n'est même pas inclus. Voilà, une suggestion peut-être pour compléter notre devise. Juste un petit mot. On va continuer, Sarah. Juste un petit mot. On fait un peu le tour des sujets qui vous intéressent. On va prendre du temps ensuite. On va y revenir. On ne va pas juste les survoler comme ça. On va aller plus loin sur les sujets qui vous intéressent pour les explorer, comme on dit, c'est-à-dire pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'en parler. On y va, on continue. Sarah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour toi? Oui, on a quelqu'un. Marcia a trouvé quelqu'un. Levez-vous. J'y vais. Voilà.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans, je fais de la reliure dans la vie, comme dans You, pour ceux qui ont regardé la série. Donc je travaille à Pantin. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'accès au logement pour les jeunes. Donc voilà ma situation, j'ai pas de CDI, donc je suis pas salariée, je suis en train de suivre une bourse dans un atelier. Donc c'est une bourse d'1 an qui est rémunérée par la ville de Paris pour être formée. Et donc voilà, j'ai pas de CDI, enfin bref. Donc en fait, j'essaye de trouver un logement et je trouve rien parce que Alors, sur le territoire, il me semble qu'il y a de gros problèmes d'accès au logement. ça. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que c'est encore plus dur, c'est une espèce de double peine quand on est jeune et quand on est en recherche de logement? Déjà, de base, on n'a pas de fiche de paye, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, on n'a pas forcément 3 fois le montant du loyer. Enfin, je sais que c'est un enfer, là, j'essaye de chercher quelque chose en colocation. Donc déjà, on a deux revenus. Et même avec ça, on ne trouve pas parce que les cases, c'est toujours « oh bah non, CDI, oh bah non, 3 fois le montant du loyer », enfin bref. Donc c'est une galère et donc je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Vous avez entendu des candidats parler de ce sujet déjà? Bah non. Enfin, je crois pas. Parce qu'ils ne le savent pas? Parce qu'ils ne le veulent pas? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ça? Vous vous dites quoi? Je me dis que déjà, premier travail, c'est pas facile parce que justement, on n'a pas d'expérience. Mais premier logement, c'est pareil. En fait, on n'a pas d'expérience. Et les agences, elles sont toutes pareil dans leur petite case de cocher CDI, nanani, nanana. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on aborde peut-être un peu plus et que ce soit plus simple pour nous. Merci, on continue. Allez, parce qu'après, si on veut donner la parole à tout le monde, on n'aura pas le temps. Voilà, notre voisin de bureau, levez-vous, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Wilfried Nelson. Ah, pardon. Il faut parler tout près du micro. Moi c'est Wilfried Nelson. Qu'est-ce que vous retenez là? Vous venez de voir le film, l'enquête. Qu'est-ce qui vous a marqué? On est d'accord sur beaucoup de choses. Après, il n'y a pas beaucoup de... comment on peut dire ça? Au niveau des inégalités raciales, on va dire, je trouve pas. Il y a beaucoup d'élus qui en parlent tant que ça avec un grand sérieux, genre, alors que ça fait des années que ça traîne. En campagne, il y a plus de racisme qu'il peut y avoir sur Paris, par exemple. Alors, si ce n'est pas étudié de manière sérieuse, sous quel angle il l'aborde, selon vous? Pas du bon. On est entre nous, lâchez-vous. Non, mais ils vont parler d'autres pays, on va dire. Mais ils vont rapprochez votre micro. Ah, pardon, on va parler du racisme qu'il y a par rapport à l'immigration, tout ça. Mais pas ce qu'il y a dans la France, actuelle. Et dans la France, il y a beaucoup de diversité, plus dans les grandes villes qu'à la campagne. Mais moi, par exemple, je viens de la campagne et j'ai vécu le racisme, on va dire, x10 parce qu'on était la seule famille noire dans le village. Et clairement, on remarque vraiment que c'est du racisme ou de l'ignorance. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Mais est-ce que vraiment sur ce sujet-là, il s'agit du voisinage, de l'entourage, est-ce que vraiment sur ces sujets-là, le politique a un impact, peut avoir un impact? Il peut changer les mentalités des gens dans la manière de parler de ce genre de sujet. Même en parlant travail et tout, je sais pas, être d'une autre couleur qu'être blanc, on va dire, ça apporte pas beaucoup d'ouverture. Moi, je l'ai eu, même jusqu'à maintenant, on cherche du travail, et la plupart du temps, si c'est pas on va vous rappeler, c'est zéro réponse. Alors qu'un autre candidat, on peut lui envoyer même un petit message pour dire qu'il a été recalé, mais au moins ils le font. Et ils prennent plus le temps de faire ça, ils pensent vraiment à eux, on va dire, et ils ne regardent pas autour d'eux spécialement. Laurence, je me rends compte que l'emploi, ça fait partie vraiment des sujets qui ont été beaucoup soulevés par les jeunes que vous avez rencontrés. Absolument, l'emploi, le logement, on vient de l'entendre, on va y revenir dans un instant, c'est très important. Les discriminations, bien sûr, avec quand même peut-être, avant qu'on passe au premier de nos grands témoins, notre première grande témoin, peut-être une remarque. Beaucoup de gens dans l'enquête nous disaient le racisme, les discriminations, la façon dont on est stigmatisé, on l'entend beaucoup aussi à la télé, de reproches, de clichés, etc. Et quand on est dans les rues de ce département, on vit bien ensemble. En fait, ça se passe bien. Il y a un écart entre ce qu'on raconte et ce qu'on vit. Notamment ce monsieur-là qui nous parlait de la liste de tous ses copains, dont Aaron le Sri Lankais. Est-ce qu'il est là d'ailleurs, celui qui parlait? Je ne sais pas, ni Aaron ni lui. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir à ça quand même? Ce serait intéressant de voir si vous ressentez le même écart entre ce qu'on raconte de vous, ce qu'on raconte du département et ce qui se passe dans la vie quotidienne. Oui, voilà.
ce jeune homme. Oui, voilà, vous êtes deux, les deux, puis après on passera à Inès Sediki. Allez-y, dans le sens que vous voulez. Vous vous levez, vous vous présentez, vous parlez. Est-ce que vous pouvez me rappeler la question déjà? Non. Fallait prendre des notes. Non, bien sûr. Je voulais dire, on a été très frappés, parce que comme je vous dis, c'est 18 heures. Il y a au moins 50 personnes qui nous ont dit, quand je vois la télé, je vois des clichés, c'est la guerre, on s'entend pas, c'est terrible. Et quand je me balade dans mon quartier avec mes copains et tout, ici, ça se passe pas mal, quoi. On vit ensemble, c'est pas la guerre, quoi. On s'entend bien, on s'entraide. Est-ce que c'est juste le point de vue des gens qu'on a entendus, ou est-ce que c'est vrai? Vous en pensez quoi? Non, c'est une réalité, parce qu'en fait, faut savoir que quand on vit en banlieue, on est entouré de personnes qui sont différentes de nous, que ce soit des Blancs, des Sri Lankais, des Chinois, vraiment de tout. Et on partage notre nourriture, on rigole ensemble. C'est vraiment quand on sort où on cherche du travail que, par exemple, je connais des gens, ils vont dire je vais pas mettre de photos sur mon CV parce que je suis noir, ou pour pas qu'on sache je suis qui. Ou il y a même des gens, ils sont prêts à modifier leur prénom pour faciliter à trouver du travail. Et moi, je trouve que c'est pas normal, et que ça, c'est une preuve d'inégalité. Ou par exemple, je comprends pas pourquoi des personnes qui sont voilées, elles ne pourraient pas faire le même métier qu'une autre personne. Genre, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Ok, très bien. Alors, on va avancer, parce que évidemment la soirée se poursuit. Sarah, on a une grande témoin. Je vous laisse lui donner la parole. Où est-elle? Alors voilà, on cherchait Inès Sediki. Voilà. Merci d'être on ne se parmi nous connaissait ce pas, soir. c'est pour ça. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors vous êtes la fondatrice et la présidente de Get Up, qui est un réseau qui est en charge de valoriser les habitants des quartiers, surtout auprès des gens de l'extérieur, mais surtout auprès des habitants eux-mêmes. Alors la question que j'aimerais vous poser et attendre votre réponse, c'est: avec tout ce reportage, le contenu, les échanges qu'il y a dans la salle, qu'est-ce que vous retenez de cette parole? En quoi, pour vous, les jeunes peuvent changer quelque chose dans le débat public? Merci pour votre invitation. Donc effectivement, donc Get Up, juste les modes d'action de l'association, c'est de la formation, de l'inspiration, de la mise en réseau et d'accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen. Donc pour transformer la société. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes de quartier populaire, de la Seine-Saint-Denis en particulier, se sentent légitimes de prendre leur place partout. Et ça, c'est super important, c'est le premier élément de base. Donc chaque année, on travaille avec des centaines de jeunes de différentes villes de Seine-Saint-Denis, et en préparant mon intervention aujourd'hui, on leur a demandé à eux et aux membres de l'association ce qu'ils pensaient de ce sujet. Et donc j'ai quelques messages très rapides que je voulais faire passer, puis je répondrai à vos questions. Ce sera effectivement très rapide. Ce sera très rapide. Bon, déjà, je voulais aussi vous remercier pour l'honnêteté intellectuelle dans la vidéo. Il y a une diversité d'idées qui existent dans nos quartiers populaires, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi un équilibre, et qu'à chaque fois qu'il y avait une idée A, il y en avait une autre pour contrebalancer. Et c'est important de ne pas dénaturer la parole des jeunes, parce que c'est facile de leur dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le problème, mais derrière, parfois, ils sont un peu récupérés ou instrumentalisés. Et là, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Donc merci pour ça. Ce qui ressort de la vidéo, mais aussi de la consultation qu'on a avec les jeunes, c'est que grosso modo, l'idée, c'est quand même qu'on a une jeunesse qui veut juste vivre dans la dignité, qui veut être heureux et heureuse, qui veulent trouver du travail, vivre dignement. Voilà, j'ai pas entendu de choses incroyables, c'est vraiment des revendications très basiques, des choses qu'on ne devrait pas demander en 2022, et c'est ça qui ressort beaucoup. Et il y a deux questions, deux exclamations qui sont sorties de ma consultation des jeunes, que je retrouve aussi un peu dans la vidéo. C'est la première, c'est « Ok, on va voter, mais on va voter pour qui ? Qui nous représente, en qui on a confiance ?» Il y a un véritable problème de confiance aujourd'hui dans la politique. Parce que toute l'année, alors on est toujours dragué en tant que jeune de quartier en période d'élection, on nous promet des choses, et tout le reste du mandat, on est traîné dans la boue, voilà, on fait partie de toutes les polémiques, on est les boucs émissaires de tout et n'importe quoi. Et ça, les jeunes le voient, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Ils le voient, ils le ressentent, ils savent l'exprimer, et c'est beaucoup ressorti. Et ça crée aussi quelque chose de l'ordre du cercle vicieux, on le disait tout à l'heure de l'autre côté. Nous, on travaille beaucoup avec des collégiens dans les établissements scolaires, et depuis leur plus jeune âge, les jeunes disent des choses comme ce qu'avait dit un jeune dans la vidéo. Moi, je suis français, je suis né en France, mais
je me sens pas vraiment français. Et ce que ça veut dire quand on creuse un peu, c'est que je me sens pas respectée. Je n'ai pas l'impression que je coche toutes les cases pour être français. Et ça c'est très grave, c'est très dangereux pour la suite. Parce que ce sentiment d'appartenance, c'est lui qui conditionne à la fois la réussite des jeunes, mais aussi leur engagement dans la société. Et quand on leur donne pas ça, ils se pensent et ils grandissent en dehors de la société. Et c'est là que les dangers sont créés. Très rapidement, je termine. Oui, vraiment, c'est la conclusion de votre intervention. En une dernière chose, c'est que les jeunes de quartier populaire, parfois, en période d'élection, ils sont souvent culpabilisés. Vous votez pas, mais comment vous voulez faire changer les choses si vous votez pas? Donc on a parlé du programme de confiance. Mais je voulais juste, et c'était important pour les jeunes de Get Up de le dire, que les jeunes de la Seine-Saint-Denis et des quartiers populaires ne sont pas dépolitisés. Ce ne sont pas des jeunes qui n'en ont rien à faire de la société. On l'a vu. Hein. C'est des jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui sont très engagés. Il y a énormément d'associations en Seine-Saint-Denis qui tournent autour des besoins de la population, des maraudes, de l'aide alimentaire, des mobilisations autour des violences policières, des discriminations. C'est des choses, voilà, quand les jeunes se prennent en main, ils font des belles choses et il faut les accompagner à aller le plus loin possible. Et ça passe par les écouter, ce sera ma conclusion. Ça passe par les écouter, mais aussi faire le travail qu'il y a derrière pour transformer leurs revendications en des véritables programmes. Parce que ce n'est pas à quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans de sortir un programme politique sur 5 ans. On ne peut pas leur demander ça. Eux, ce qu'on peut leur demander, c'est d'aller à l'école, de réussir, de trouver du travail. Et c'est à nous, les grands, de travailler à créer ces programmes-là et de les écouter dans les forums, mais aussi de les mettre dans les réunions de haut niveau, aussi de les mettre dans les boards des entreprises, et de les écouter à ce niveau-là aussi. Parce que sinon, ça se perd et ça n'avance pas. Et vraiment, c'est pas à vous, c'est à nous de le faire pour vous. Donc ça, c'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message. Merci, Peut-être d'autres commenteront. Alors, Valérie Gilles et Alexia, voilà. Vous avez la parole, vous êtes la directrice de Trace Urbaine, donc déjà on est auprès de vos spectateurs en ce moment. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce qui s'est dit et est-ce que vous ressentez la même chose quand vous travaillez sur les questions sur lesquelles vous travaillez sur votre chaîne? Alors ce qui m'a beaucoup touchée et interpellée, c'est le sentiment de ne pas être considéré, de ne pas être vu. Donc pour nous, ça a été vraiment très naturel quand le grand public est venu nous voir pour faire ce direct. Parce qu'on a eu très très peu de directs sur Trace. On a eu les Trace Urban Music Awards 2 années de suite, mais là c'est encore de plus gros awards puisque c'est une manière de montrer que les jeunes ont besoin je viens de voir mon nom, que les jeunes ont besoin d'avoir une fenêtre d'exposition. Vous pouvez le dire surtout à votre voisin, le président du conseil départemental, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de Donc, permettre que merci ça se passe déjà comme ça. pour cette manifestation, pour donner aussi la parole à ces jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et s'exprimer vraiment en toute transparence. Donc ça, c'est vraiment important. Sur Trace, on a un tiers de nos téléspectateurs qui sont issus de banlieue. On leur donne la parole depuis des années, parce qu'on a été le premier groupe média à diffuser des musiques urbaines, à valoriser vraiment les talents de banlieue et les artistes de France. Aujourd'hui, on est une entreprise à mission. On met de plus en plus de contenu au-delà des contenus musicaux, on met de plus en plus de contenu qui valorise les jeunes entrepreneurs avec une émission qui s'appelle Urban Success. Pour les élections présidentielles, on a un petit format qui s'appelle Moi Président, donc qui donne aussi la parole aux jeunes et qui leur permet de s'exprimer et de dire ce qu'ils feraient s'ils étaient présidents. Et puis, pour finir, on veut faire grandir les jeunes à Trace. Donc on lance une plateforme qui s'appelle Trace Academia, qui contribuera à la formation des jeunes, mais de façon un peu plus divertissante, un peu plus catchante, un peu plus engageante que des formations traditionnelles. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir aussi. Alors, on a beaucoup de thèmes à aborder, hein, donc on y va. Le logement, l'égalité homme-femme, l'emploi, les discriminations sociales et territoriales, la création d'entreprises. Il faut qu'on aborde tous ces thèmes et qu'on n'en oublie aucun. On a quelqu'un au premier rang. Bonsoir, levez-vous, présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'ai 2 enfants. Moi, ma réelle question, c'est le logement.
Je suis donc à Drancy. J'habite en cité. J'ai un logement social et j'aimerais acheter une maison pour mes enfants surtout, pour qu'ils aient une bonne éducation, des bonnes écoles et qu'ils soient en sécurité surtout. Mais le problème, c'est que les banques refusent, soit parce que on n'a pas de CDI, comme je rejoins ma collègue, soit parce que on n'a pas de fonds ou on n'a pas spécialement le droit aussi de pouvoir se loger où on veut, car c'est très très cher. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment on peut faire pour s'acheter une maison. Aux élus de répondre dans leur Voilà, programme. ça sera, je le rappelle, ce que vous dites, on va le rassembler pour l'envoyer aux candidats et on verra bien comment ils réagissent. Merci. Voilà, au bout. Bonsoir, je Bonsoir. m'appelle Inès, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. En fait, moi, j'ai quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet du voile. On parle beaucoup de ce sujet sans vraiment le connaître, comprendre et parler avec les personnes concernées. Par exemple, on m'a beaucoup dit que je ne pourrais pas réussir à cause de mon voile. Au travail, je ne peux pas réellement le garder. Au lycée, après ça c'est autre chose, mais même dans la vie courante, on me demande on me fait énormément de réflexions. Et en fait, je trouve ça dommage que plusieurs personnes disent que quand on met le voile, on est soumis, on est obligé ou quoi, alors que moi, j'ai jamais vu une personne voilée qui m'a dit je suis obligée, je ne me sens pas à l'aise avec. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont voilées, elles l'ont vraiment fait de plein gré. Et moi, je prends mon exemple. Moi, je suis issue de... je suis l'aînée, j'ai ma petite sœur, et je vis qu'avec ma mère, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'homme à la maison, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas d'oncle, de grand-père. La seule famille que j'ai se trouve dans le sud, ça veut dire que, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ma mère n'est pas voilée, et je suis la seule, et pratiquement toute ma famille ne l'est pas. Et quand je vois que, lors des débats, quand je m'adresse, quand je prends la parole et que ma mère assiste et ça, à un moment donné, que c'est ma mère, ils sont choqués parce qu'ils disent pourquoi t'es pas voilée et votre fille, elle est voilée. Est-ce que du coup, on peut dire que cette question-là du voile, on peut la ramener à la question globale qui nous réunit ce soir des jeunes? Est-ce qu'on vous donne même la parole de vous exprimer là-dessus et de donner vos arguments? Est-ce que c'est surtout ce problème-là de ne pas vous donner la parole? En fait, on n'a pas la parole. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire qu'est-ce que t'en penses. Personne n'est venu me voir. Puis, en lien avec le sujet de ce soir, c'est que j'ai vu l'intervention d'une candidate des élections présidentielles qui a dit que lors de son élection, si elle devient présidente, elle mettra des amendes. Toute personne voilée mettra des amendes. Ça veut dire que tous les jours, moi, demain, si... Je vois pas où la liberté dans tout ça. La France, la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté dans tout ça? La liberté de poursuivre sa propre religion, sachant que je ne suis pas soumise, il n'y a personne qui m'oblige à le mettre. Ma mère, elle ne le met pas et elle le vit très bien. Et moi, on en revient encore à cette question de liberté qui, je pense, va être encore développée. Et on sait que vous êtes tous doués en éducation civique parce que vous rappelez liberté, égalité et fraternité. Merci. Prochaine question. Allez. Au fond, là-bas. Oui, au fond, puis le jeune homme au premier rang aussi ensuite. Bonsoir. Bonsoir. Allez, hop, vous pouvez parler même du fond. On a des caméras super bien faites. C'est pas grave. Ok. Ah oui. Bon, je vais rester juste ici. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors moi, je vais parler de mon problème actuel. C'est pas un problème qui est universel, bien entendu, mais je pense que ça peut donner un bon exemple. Aujourd'hui, je suis actuellement logé dans un foyer avec madame qui est juste ici et qui est en plus enseignante dans l'éducation nationale titularisée. Aujourd'hui, on vit dans un foyer avec à peu près, je vais être honnête avec vous, à peu près 4 000 € par mois à deux. On n'arrive pas à trouver de logement. C'est super compliqué. Étant donné que je suis actuellement en CDD et que madame est en CDI, on a pourchassé
on a remué le ciel et terre pour trouver des appartements, que ça soit dans le social, que ça soit dans le privé, et notamment via les appartements de Balaé. Les appartements de Balaé qui sont du coup les appartements pour les fonctionnaires de l'éducation nationale. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un problème qui... À quoi c'est dû selon vous? Parce que là, vous réunissez la condition des revenus, Oui. l'activité professionnelle. À quoi c'est dû? Comment cela, à quoi c'est dû? Le fait que vous n'ayez pas de logement. À quoi c'est dû? Bonne question. On ne sait pas. Si vous avez la réponse, je vous écoute. Franchement, on est là pour ça, je suis venu pour ça. Alors, excusez-moi, on Dites-moi. a bien noté cette question. Il y a autre chose que vous avez dit dans l'enquête. Alors, comme vous êtes arrivé, j'ai cru voir que vous arriviez un petit peu après qu'on l'ait diffusé, mais on a dû vous appeler. Vous dites je suis capitaliste et républicain. Et il y a une chose qui me terrorise, c'est qu'on puisse gagner 20 fois, qu'un patron puisse gagner, ou un salarié d'ailleurs, 20 fois le salaire de base. Vous avez dit ça me terrorise. On n'a pas forcément Bien sûr. compris. Mais pourquoi ça vous terrorise? Bien sûr, parce que en fait, c'est là où on voit qu'on n'est plus dans un pays capitaliste, mais ultra-capitalisme. L'exploitation, c'est le domaine actuel. C'est qu'actuellement, mon patron doit certainement se la couler douce par rapport à mon salaire. Bon, soit, je récolte que les miettes, c'est des grosses miettes en soi, je vais pas pleurer. Mais c'est quand même terrorisant que je vais être honnête, 9 milliardaires en France, que ça soit LVMH, que ça soit Bolloré notamment, Bernard Hinault, c'est ça? Arnaud, autant pour moi. Lui, je dis pas, il a beaucoup d'argent, il peut faire ce qu'il veut. Mais pour être... voilà. C'est quand même terrorisant que 9 milliardaires en France fassent la totalité de la richesse des habitants qui sont sous cette terre, quoi. C'est terrorisant. Et d'autant plus qu'avec l'avenue du Covid, on remarque que les riches se sont plus enrichis et que les pauvres se sont plus appauvris. Moi, ce que je remarque en France actuellement, et détrompez-moi si j'ai tort, mais en France, pour s'en sortir aujourd'hui, et ça, si je vous parle en tant qu'expérience, encore une fois, je ne fais pas une situation universelle. Il faut soit être trop pauvre ou soit être trop riche pour s'en sortir. Moi, je viens d'une base assez pauvre. J'ai pas de père, ma mère touche le RSA. Je viens vraiment du bas de l'échelle. J'ai trouvé un travail. J'ai emménagé avec ma petite amie notamment. On s'est dit qu'on va rentrer dans la vie active, dans la vie d'un concitoyen français, avec tous ses droits notamment. Comment vous dire que je préfère retourner là où j'étais au début. Franchement, surtout pour les logements. Hein. Ok, merci pour votre témoignage. Il était très fort. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas encore abordées. Vous êtes nombreux à avoir parlé aussi de l'entrepreneuriat, de la volonté de poursuivre, d'avoir des projets. Eh ben justement, c'est cette dame-là, je me souviens, qui l'a dit. Allez, présentez-vous d'un mot, allez-y. Bonsoir. Alors, je m'appelle Niroshi, donc sur la vidéo, c'est ma sœur que vous avez vue. Donc, on n'est pas jumelles, mais on est sœurs. Du coup, j'ai créé ma société avec ma sœur, justement. Et nous, on a fait des études, donc comme elle est sur la vidéo, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont poussés à faire des études. Mais justement, c'était pour qu'on rentre dans des cases. Pour eux, les études, c'était un signe de réussite. Et au final, en fait, on a fait des études, mais on s'est rendu compte que, comme beaucoup l'ont dit dans la vidéo, c'est dans des cases qu'on nous met. En fait, on a des bacs plus 5, mais on n'a pas des salaires de malades non plus. Et en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que quand on est jeune, à 17-18 ans, on a la chance en France de pouvoir créer son métier grâce à l'entrepreneuriat. Et il y a plein d'associations aujourd'hui qui aident les jeunes justement à se lancer. Mais pour ça, il ne faut pas forcément abandonner les études, mais peut-être proposer justement un cursus ou des cours en plus pour réfléchir à des projets qui peuvent être mis en place et pourquoi pas les réaliser quelques années plus tard. Et nous, aujourd'hui, on a créé notre société, ça fait 1 an et demi. On est une start-up. On est Incubation F, qui est un grand incubateur, mais on est quasiment que 5 femmes et on est les seules femmes de couleur. Et malheureusement, c'est une valeur ajoutée finalement, parce qu'en fait, entre guillemets, ils jouent de ça pour communiquer sur nous. Mais vous avez tout repéré, quoi. Pardon? Vous avez tout remarqué. Ça vous a pas Exactement. échappé. Ça vous a pas échappé. Mais du coup, on joue sur ça en fait. Ah, on a recruté des femmes, des Sri Lankaises qui viennent de banlieue, elles ont entreprise. Enfin, c'est vraiment des profils atypiques. Donc c'est bien, on représente la banlieue, mais en même temps, on n'est pas assez. Il faut qu'on soit beaucoup plus pour représenter. Comme on a dit qu'il y avait un manque de représentation de banlieue. Il faut casser les barrières, il faut casser les codes. Il faut vraiment
oser et se lancer. Alors profitez du micro pour nous donner le nom de votre entreprise. Ça s'appelle Cake Master. Et du coup, il ne faut pas avoir des idées de malade non plus pour entreprendre. Je fais des kits de pâtisserie prêts à l'emploi. C'est hyper simple, pas compliqué, pas prise de tête. Mais j'ai ma société et je suis contente. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, alors, moi, j'ai déjà eu la chance d'intervenir dans... Alors, juste présentez-vous pour tous ceux qui ne connaissent pas. Moi, je m'appelle Sabri, j'ai 22 ans et je suis en sciences politiques, en 2e année. Comme je disais, en fait, moi, parce que je suis honnête avec vous, hein, moi, j'ai pas les mêmes problèmes que vous, mais justement, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes qu'on s'entend, justement. Mais moi, la question pardon, hein, mais j'en profite, je vous ai encore face à moi, Monsieur Troussel. Quel est le rôle de la région? Parce que du département, pardon. Parce qu'en soi, les assos, les entreprises, les autres entrepreneurs, ils se défoncent plus que même l'État, en fait, en général, et le département. Regardez, ici, je ne me souviens plus de ton prénom, mais Inès, voilà, non mais je m'en souviens, t'en fais pas, mais juste, je prends ton exemple. Là-bas, encore, on a eu un exemple ici, mais au final, qu'est-ce que fait le département? Et encore plus profond que ça, bien évidemment, nous tous ici, et même les jeunes qui sont intervenus dans les différentes vidéos, on n'est pas dépolitisé. C'est juste que ça ne nous intéresse plus parce que dès le début, et je pense qu'on a tous été dans le même cas, on n'a quasiment jamais fait de cours d'éducation civique. On en a fait quoi? 2, 1. Ils ont fait chacun une demi-heure ou alors on a rattrapé un cours. C'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne savent même pas quand est-ce que c'est les élections, qui ne savent même pas pour qui voter, c'est juste la continuité. Mais au final, le but, en fait, je pense, c'est aussi même pas de politiser les gens, juste de les faire comprendre que si le politique, il suit pas, le politique au sens large du terme, il suit pas, et au final, il n'y a rien qui suivra derrière. Parce que le politique est complètement absent. Et encore une fois, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, mais je ne suis pas hypocrite, hein, je redis la même chose aujourd'hui, il ne faut pas seulement nous donner la parole quand on se dit « Ah, 68% d'abstention, les jeunes, ça va être 70, on va faire pas un très bon score. » Non, il faut nous interroger à chaque fois. Parce que quelqu'un l'a dit au début, il me semble que c'est toi, s'il n'y a pas... possible, je ne sais plus. Mais s'il n'y a pas les jeunes, il n'y aura plus rien. Et en fait, typique, la plupart des jeunes disent « Oui, la France, vue depuis l'étranger, c'est super. » Oui, mais la France, vue de l'intérieur, c'est autre chose. Et justement, c'est... Dernière phrase, promis. C'est justement aussi à vous, c'est pas une attaque perso, vraiment, mais de faire en sorte que les jeunes ici se disent « Ok, la politique, même si ils veulent pas tous être députés ou autres, se dire « Voilà, c'est fait pour moi, et si je le fais pas, je vais encore me prendre des bananes pendant 5, 10, 20 ans. » Donc la parole aussi, elle est pour les politiques, et je sais qu'il y a beaucoup d'élus en plus. Merci. Merci beaucoup, merci. On retient ce que vous avez dit et qu'on a constaté. Vous vous intéressez tous à la politique, mais il se passe quelque chose au moment d'aller voter qui ne convient pas. Vous l'avez expliqué, vous avez donné votre opinion, on y reviendra. Peut-être on peut revenir, il y a un des sujets. Alors, Anna, tu as quelqu'un? Voilà. Allons-y. Alors, très bonne transition, parce qu'en effet, parmi les sujets qui ont été beaucoup soulevés, vient celui de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de jeunes qui se disent « Je veux créer mon emploi, je veux créer de la richesse, je veux exister à travers le portage d'un projet. » Et on sentait cette dynamique dans cette enquête. Et je vais passer la parole à Sylvain Virlogueux, qui est directeur du groupe BSG Multiservices. Et j'aimerais vraiment entendre votre retour sur cette émulation, ces échanges, ce positionnement des jeunes sur l'ambition entrepreneuriale. Alors, pouvez-vous lever, ça ne vous ennuie pas? Merci. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Virlogueux, je suis originaire de Seine-Saint-Denis, j'ai grandi à Montfermeil et aujourd'hui je dirige le groupe BSG, qui est un groupe basé à Bondy, Nord, et fondé et présidé par Younes Bourimech.
Alors, ouais, quelques mots sur l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites, à la fois dans la vidéo et puis ici dans la salle. On sent en effet qu'il y a une émulation, une envie de ces jeunes, notamment d'entreprendre. Alors, moi là-dessus, j'ai un avis. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est en effet des beaux projets. Par contre, il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. En fait, il ne faut pas que ce soit un choix parce qu'on ne trouve pas de boulot que finalement on décide de créer sa société. Il y a aujourd'hui beaucoup d'aides et d'accompagnement à la création d'entreprises. Il y en a beaucoup moins sur l'accompagnement à la gestion, en fait. Donc, c'est-à-dire une fois qu'on a lancé son activité, puis que finalement on se retrouve seul, parce que en fait, c'est un peu ça, le chef d'entreprise, à un moment donné, il pilote et puis il doit faire des choix. Il y a beaucoup moins d'accompagnement là-dessus. Donc, il faut être vigilant là-dessus, lancer ses projets si on en a, il ne faut surtout pas hésiter, mais savoir bien s'entourer et être accompagné. Ça, c'est quelque chose sur le... Voilà, je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. Du coup, les jeunes qui viennent à votre rencontre, souvent, pourquoi ils veulent devenir entrepreneurs ? Parce que, alors, il y en a beaucoup qui ont des idées, en fait, et qui se sont dit, moi, aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans les projets qu'on me propose. J'ai envie d'être mon propre patron, parce que je vais avoir la liberté de gérer mon activité un peu comme je veux. Et puis, surtout, parce que j'ai pas de boulot, quoi, et j'arrive pas, je trouve pas de travail. Donc, c'est une manière, quelque part, de... combler l'absence d'emploi. J'ai noté une idée très intéressante dans la vidéo. C'était justement le renforcer les liens aujourd'hui qui n'existent pas ou peu entre l'école ou l'université et les entreprises. Ça me paraît être fondamental. À double titre, le premier, c'est de pouvoir se préparer à l'entrepreneuriat, si c'est vraiment son projet, mais aussi à être accompagné finalement dans son orientation. Parce qu'une des grosses difficultés aussi aujourd'hui pour un jeune, quand on suit des études, c'est de s'orienter. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout à l'heure, il y avait un jeune qui citait Oxmo sur le BEP usinage. Mais à quoi ça sert un BEP usinage ? Ça a certainement son utilité, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Et c'est quoi mes perspectives en fait avec ce diplôme ? Donc ça aussi, je trouve que renforcer les liens avec les universités et les entreprises, c'est intéressant. Très bien. Et puis dernier point peut-être. Tout à l'heure, j'entendais des entreprises qui recrutent uniquement sur diplôme. Alors nous, on est une petite entreprise, donc peut-être qu'on a un fonctionnement un peu différent sur le recrutement, mais au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des jeunes qui sont peut-être moins diplômés, moins expérimentés, mais qu'on va pouvoir former, accompagner, parce qu'on considère que c'est le rôle de l'entreprise, en fait, de former. On a un rôle sociétal et former, et notamment des jeunes, c'est un rôle, c'est notre rôle. Merci. Et donc, voilà, il faut... Juste un mot, vous êtes chef d'entreprise, mais juste un petit mot, ça ne sortira pas de cette salle. Vous êtes aussi un citoyen, un habitant de Seine-Saint-Denis. Vous entendez ce qui se dit là. Est-ce que vous trouvez que c'est de ça qu'on parle quand vous entendez parler de la campagne présidentielle ? Vous trouvez qu'on retrouve cette tonalité, cette... Non, absolument pas. Ça a été dit aussi très bien dans le reportage, il y a beaucoup d'actions plutôt de communication, de mise en scène aussi, et qu'aujourd'hui les débats de fond, en fait, ils sont mis au second plan. Bon, on va essayer de porter celui-là alors, hein. On va essayer de le faire écouter. Très bien, je vous remercie. Merci. Je note, vous êtes obligé à rien, il y a beaucoup de sujets, votre rapport à la politique, très important, mais il y a quand même des sujets qui ont été évoqués, on est passé un peu vite, je voudrais bien qu'on y revienne. Il y a le sujet de l'environnement, de la crise climatique, de l'écologie qui a été soulevé, et personne pour l'instant ne l'a repris. Je les cite et puis après je vous laisse la parole à nos amis journalistes qui sont dans la salle. Et il y en a un deuxième, on a presque commencé par ça, la question des égalités hommes-femmes, de la violence envers les femmes qui a été évoquée par ce jeune homme qui disait que je ne voudrais pas que ma mère et mes sœurs vivent ça. Et c'est la surprise peut-être que, vous n'avez peut-être pas ce sondage, mais 77% des jeunes interrogés, 44 000 interrogés, mettent cette question comme une des priorités, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les débats actuels. Donc voilà, si ça vous intéresse, on en parle. Si ça ne vous intéresse pas, on passe à autre chose. Alors, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'aimerais parler Alors, de l'écologie. présentez-vous juste avant. Noémie Le Carreau, je suis étudiante en Master 2 et j'habite à Saint-Ouen. Et je trouve que la question écologique, du coup, elle est ressortie au début des témoignages et c'est très cool. Malheureusement, au niveau du débat présidentiel, comme on l'a déjà dit, ça tourne toujours autour des mêmes questions, les questions un peu, qui font parler parce que ça touche, je sais pas moi, à des peurs de certaines personnes. Mais je trouve qu'une des peurs qu'on met pas assez en avant, c'est surtout l'écologie et l'environnement et notre futur, en fait, qui est un peu remis en question, malheureusement.
Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a pas mal on culpabilise les personnes qui peuvent pas, avoir le poids écologique qu'ils voudraient avoir. C'est-à-dire que c'est cher d'être écolo. En tant que jeune, on a moins de moyens, c'est dit dans les études. Et par exemple, même aussi dans les banlieues, les personnes ont moins de moyens que les autres, et pour autant, on considère qu'elles ont autant de moyens que les autres pour pouvoir avoir un impact écologique bénéfique. Par exemple, on diminue le nombre de places de parking dans les quartiers en renouvellement urbain, alors même que les gens n'ont pas forcément ont pas encore même appris à, par exemple, faire du vélo sur une route. Je trouve ça compliqué, je veux dire, c'est super dangereux. Et on ne met pas à disposition aux gens des vélos-écoles ou des choses comme ça pour permettre de changer leurs moyens de transport et de mobilité. Les pistes cyclables, elles sont pas très... c'est assez dangereux aussi parce qu'elles n'ont pas de continuité. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là, mais je trouve que c'est lent. Voilà, de mon point de vue, parce que moi, j'ose pas prendre le vélo, donc je prends les transports en commun. Mais il y a des endroits qui sont beaucoup moins accessibles en transport en commun. Je travaille à Villetaneuse. Villetaneuse, ça va, on est bien doté maintenant, mais à une époque, je sais que les habitants se sont battus pour avoir des moyens de transport, le tram, en fait. Voilà. Très bien le tram. Merci. Voilà. On va s'interrompre parce que j'ai une réaction tout de suite derrière moi. On avait promis qu'on donnerait la parole aussi à ceux qui sont derrière parce qu'on leur tourne le dos déjà. Allez-y. Tout d'abord, bonjour à tous. Et vous ? Je m'appelle Nabil, j'ai 20 ans. Je suis agent de la fonction publique et je suis également étudiant en sciences politiques. Aujourd'hui, ma question elle est la suivante. Si j'avais les 12 candidats à la présidentielle, la question que je leur poserais, c'est comment on donne envie aux jeunes de banlieue de rester étudiants en banlieue. Après le lycée, il y a énormément de passerelles, on parle d'égalité des chances, qui sont mises en place pour permettre aux étudiants qui sont brillants de partir dans des universités, donc pour les citer Paris 1 ou Assas. Mais comment on fait pour revaloriser nos universités qui sont en banlieue? Parce que moi, j'ai fait ce choix-là, et c'était un choix de cœur. J'ai eu envie de rendre honneur à ma prof de français qui m'a fait aimer Voltaire, à mon prof de mathématiques qui m'a initié à Pythagore, et je trouve ça légitime. Mais quand j'ai dit à mes professeurs que je voulais être étudiant, en l'occurrence là à Paris 13, à Villetaneuse, on m'a dit c'est dommage, c'est du gâchis. Pourquoi certains, pas tous, je peux comprendre, parce que les débouchés, c'est une réalité. Les débouchés, après ces facs-là, même s'ils demeurent des exceptions, ne sont pas aussi satisfaisants, si je pourrais dire, que Paris 1 ou Assas. Comment on fait aujourd'hui pour rendre leur réputation à ces universités de banlieue? Pourquoi les étudiants étrangers qui sont brillants ne les intègrent pas? Et pourquoi les étudiants qui, à contrario, sont brillants dans le 93 sont incités à partir dans le 93, dans le 94, dans toute la région parisienne? Voilà. Très bien, merci beaucoup Nabil. Formidable. On continue. Peut-être il y a des réactions, soit à ce que vous venez de dire, soit à ce qu'on a dit sur l'environnement. Il y a, je redis, la question de l'égalité aussi homme-femme. Allons-y. C'est parti, on vous laisse là. Allez-y, vous êtes lancés, c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans. Et en fait, je voulais revenir sur la question de l'environnement. Voilà, on nous dit souvent à nous, le peuple, les citoyens, que ce sont nous qu'on devrait faire attention à ce qu'on achète, à ne pas jeter du plastique par terre, des chewing-gums et tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on nous accuse énormément sur la pollution, sur le changement climatique, alors que pour moi, il y a des autres institutions qui polluent beaucoup plus. Et j'ai l'impression qu'on aime beaucoup remettre la faute sur nous, le peuple, en fait, alors qu'on a des grandes firmes transnationales qui polluent énormément de par le transport, les achats. Il y a aussi toute la production industrielle. Et je me demande en fait pourquoi est-ce qu'on ne met pas autant de pression sur ces entreprises-là. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas assez, mais on aime beaucoup nous incriminer, nous, en fait, le peuple. Je peux prendre un exemple. Si on prend une entreprise lambda qui pollue à 40%, enfin même pas 60%, et un peuple qui pollue à 20%, on va plutôt incriminer le peuple plutôt que la grande entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Ok, c'est noté, c'est entendu, c'est retenu. On continue. Alors, il y a tout au fond, on a le droit de parler même si on est tout au fond de la classe. Allons-y. Vous vous levez, vous vous présentez.
On prend un psy, puis il fonctionne. Hein. Ah, on va arranger ça. Il a peut-être été éteint par mégarde. Le temps d'amener un micro, ça va être formidable. Bonjour à tous. Bonjour. Alors premièrement, je m'appelle Anas. Je suis originaire de Pierrefitte. La question que je voudrais poser finalement, c'était... en fait, moi, j'ai eu un parcours assez compliqué. J'ai eu un bac sciences techniques en laboratoire. Je me suis réorienté vers pas mal de cursus. Après, j'ai fait une année où j'ai travaillé. J'ai voulu reprendre mes études, sauf que finalement, c'était assez compliqué. Via Parcoursup, c'était principalement les jeunes diplômés qui étaient priorisés. Donc j'ai eu quand même assez de mal à trouver une école, mais j'ai pu trouver une école. Le problème que je voudrais soulever, c'est que la seule école qui m'a accepté, c'est une école privée, que j'ai dû payer de ma poche. Ma mère touchant le RSA, je n'ai pas forcément les moyens en fait, de pouvoir payer une école. Donc j'ai dû finalement trouver un travail pour pouvoir financer cette école-là. Donc j'ai eu la bourse il y a 2 ans auparavant, mais j'ai eu 2 ans de cessation. Donc je voudrais savoir finalement comment on fait quand on est en banlieue et qu'on n'est pas forcément au courant des aides fournies par l'État. Comment on fait, nous, pour pouvoir être au courant, sachant qu'on n'a pas énormément de médiatisation, on n'a pas de pub qui nous informe que la mission locale peut nous aider ou bien qu'on a des aides régionales ou autres. Et c'est ça en fait ma question, c'est comment permettre aux jeunes finalement de savoir toutes ces aides que la France propose, mais qui ne sont pas assez médiatisées. Et vous pensez que si vous étiez plus au courant et que vous pouviez en bénéficier, il y aurait plus d'issues, plus de formation, plus de réussite? Déjà, pour vous dire, dans ma ville, on a une seule mission locale. Donc si déjà on pouvait en faire plusieurs dans des quartiers, en fait, ou au moins avoir des personnes qui relayent l'information, ce serait déjà mieux. Parce que, premièrement, les jeunes de cité, que ce soit jeunes ou encore d'autres personnes, on a du mal finalement à aller avancer pour pouvoir avoir ces informations-là. Donc autant avoir dès le lycée des gens qui nous en parlent, parce qu'on ne va pas juste mettre en avant les gens qui vont réussir directement, parce que finalement, en fait, on choisit un métier, on choisit une vie, et ce n'est pas à la portée de n'importe quel lycéen de choisir exactement ce qu'il veut faire. Donc c'est ça, moi, finalement, que je voulais savoir, c'est comment on pourrait médiatiser au mieux, ces choses-là, pour pouvoir finalement donner plus accès à l'éducation à ces jeunes qui restent finalement à se croiser les bras en pensant que la France ne peut pas les aider à pouvoir avoir leurs études finalement. Allez, on continue. Thierry, vas-y, merci. Il ne faut pas toucher, normalement ils sont ouverts, donc si on y touche, on les éteint. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans. Je voulais revenir sur les sujets de pouvoir d'achat et de logement, là, parce que du coup, y a plusieurs personnes qui ont dit que la vraie difficulté, c'est galérer à se loger. Et là-dessus, j'ai l'impression que ici, aujourd'hui, les élus qui sont autour de cette table, c'est les élus du département et ça fait partie de vos prérogatives. Et ce que moi, j'ai le sentiment en tant que jeune, c'est que les logements que vous construisez aujourd'hui, c'est des logements pas pour nous. C'est des logements pour des gens de l'extérieur, des gens riches que vous voulez attirer sur le territoire parce qu'ils vont vous apporter plus d'impôts. Et derrière, les logements pour les jeunes, il n'y en a pas. L'aménagement, le sentiment qu'on en a, c'est que ce n'est pas pour les jeunes, c'est de l'aménagement pour l'attractivité, pour... Enfin voilà. Après, peut-être que je me trompe, mais à vous de nous démontrer et de venir nous chercher sur ce qu'on veut pour le logement, mais pas que pour le logement, pour le transport, pour tous les services de la vie quotidienne, quoi. Merci beaucoup. Allez, on va prendre encore une intervention, après on va solliciter un témoin. Je crois que tu avais quelqu'un, Hugo ? C'est ça exactement pour les inégalités. Vas-y. Ah ben, vous avez déjà pris la parole, ça va bien, vous allez la reprendre. Parce qu'apparemment, ça n'a fait réagir personne. N'hésitez pas. Rebonjour. Et du coup, pour revenir sur les inégalités hommes-femmes, déjà, ce serait bien aussi de prendre en considération leur état médical. Par exemple, je crois que c'est en 2020 ou 2021, il y a eu le premier institut à Bordeaux qui a été ouvert pour les recherches sur l'endométriose, qui est quand même une maladie qui touche énormément de femmes et qui est très handicapante. Il y a aussi la notion des varices pelviennes, que j'ai aussi, j'en ai été atteinte. J'ai découvert que j'avais ça à 23 ans, alors qu'en soi, j'ai peut-être vécu ça pendant 10 ans.
Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui se sont faites opérer d'endométriose parce qu'elles avaient des varices pelviennes. Et en fait, je trouve ça assez scandaleux qu'en France, un pays, alors qu'on est hyper bon médicalement, il y a quand même des gens qui viennent de l'étranger pour se faire opérer en France et se faire suivre en France, qu'on soit autant en retard sur la santé féminine, en fait, sur plein de... Enfin, ça, déjà, je trouve que c'est le premier point. Au Japon, récemment, il y a des congés menstruels pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se lever quand elles ont leurs règles tellement c'est douloureux. Et il y a des congés menstruels qui sont mis en place. En France, il n'y en a pas. Donc c'est voilà une ça. piste de travail. Oui, voilà une suggestion très bien pour tout à l'heure. Oui, merci. On va interviewer certaines et certains d'entre vous après. Je le dis pour passer des messages directs que le conseil départemental se charge d'envoyer aux candidats. Voilà une suggestion tout à fait intéressante. Alors, avant d'aller un peu plus loin, Mathilde Castres, je m'excuse pour la personne qui est en régie, on va inverser un tout petit peu ce qu'on avait prévu, mais je voulais qu'on réagisse tout de suite. Où est Mathilde Castres? Elle est là. Donc le temps qu'on aille lui donner un micro, ça va vous laisser le temps de vous caler, comme on dit, sur le bon synthé de Mathilde Castres. Mathilde Castres, vous êtes présidente de Sine Qua Non. Dites-nous en un mot ce que vous faites et réagissez surtout à ce que vous avez entendu, sur tous les sujets depuis le début d'ailleurs. Ah, on a vraiment un problème de micro là. Je sais pas si... Normalement, ils sont ouverts et ils fonctionnent. Non, pas du tout. Allez, on va changer. Vous prenez les micros, vous n'appuyez sur rien. Non, c'est bon, merci. Ah, merci. Bonsoir, donc moi je suis Mathilde Castres, la présidente de l'association Sine Qua Non. C'est une association qui utilise le sport comme moyen d'action pour lutter et sensibiliser contre les inégalités femmes-hommes et pour travailler sur la réappropriation de l'espace public. Parce qu'on s'est aperçu que le sport pouvait être vraiment un moyen d'action qui pouvait faire changer justement nos sociétés et travailler sur l'inclusion. Sur l'inclusion et sur le terrain, puisqu'on est vraiment dans la rue. Et du coup, j'ai été vraiment très, très sensible de tous ces échanges et des témoignages que j'ai pu voir dans le film, parce que je me suis aperçue que la jeunesse, en tout cas, avait à cœur ces sujets d'égalité femmes-hommes et que c'était vraiment un combat. Moi, j'ai 42 ans, je suis issue d'une famille de 4 filles. Et quand j'étais petite, les féministes étaient vues vraiment comme des chiennes de garde, comme des hystériques. Et moi, j'ai été élevée comme ça. Je ne me suis jamais dit que j'étais féministe parce que pour moi, c'était un gros mot. Et j'ai grandi, j'ai commencé à sortir, à faire des fêtes. Et puis là, j'ai intégré des injonctions. J'ai commencé à faire attention aux verres que je buvais. J'ai commencé surtout à refuser des verres qu'on m'offrait. J'ai commencé à me poser la question à quelle heure je devais rentrer, comment je devais rentrer. J'avais peur de rentrer seule le soir, de devoir prendre un taxi. Puis j'ai commencé à travailler et là, j'ai eu les mêmes injonctions. J'ai commencé à me poser la question comment je devais m'habiller, comment je devais me mouvoir, comment je devais aussi m'imposer dans l'espace professionnel parce que j'étais une femme et que c'était beaucoup plus dur. Et puis j'ai voulu faire du sport en me disant, bon, malgré toutes ces injonctions, le sport va être un peu ma soupape, un moyen en tout cas d'évacuer tout ça. Et là, j'ai été confrontée aux mêmes problématiques. Je me suis mise à courir et j'ai dû faire attention à l'heure à laquelle je devais courir. Quand c'était le soir, revoir mon terrain. J'ai commencé à me poser la question, il fait chaud, est-ce que je peux aller courir en short? Est-ce que je peux aller courir en brassière? Parce que j'avais des remarques. Et puis du coup, à mettre des écouteurs pour éviter ces remarques. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société comme ça parce que c'est notre quotidien. Et là, je me suis dit, je crois que je suis féministe. Et MeToo est arrivé. Et je me suis aperçue mais qu'on était plein de féministes, hommes, femmes, à croire, en tout cas, à ce monde égalitaire et à vouloir le construire. Alors, j'ai créé cette association et je me suis dit, voilà, comme je cours, mon premier moyen, ça va être d'utiliser le sport. Très bien. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je m'excuse de vous couper. Une seconde, Thierry. Voilà, juste, il est 28. On va rendre l'antenne, comme on dit. On va arrêter à 45. C'est bien. Il s'est dit beaucoup de choses. Rien ne sera perdu, mais on va un petit peu accélérer. Alors, on voulait donner la parole On voulait et on va la donner à Youssef Soukouna. Je sais que vous connaissez la jeunesse, vous accompagnez la jeunesse, vous soutenez la jeunesse. Vous êtes un artiste et un entrepreneur. Avec tous ces échanges auxquels vous avez assisté, qu'est-ce que vous retenez
de leur positionnement, de leurs attentes, de leurs déceptions? Déjà, tout d'abord, bonsoir à tous. Moi, je me présente, c'est Youssef, autrement dit CFU. Du coup, voilà, je suis un artiste issu de la région parisienne et puis plus précisément du département de la Seine-Saint-Denis. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai entendu tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer réellement parce que j'ai entendu de problèmes de mobilité, de logement. Moi, je vais parler de mon parcours en très peu de mots, très très vite. C'est-à-dire, moi, je suis un artiste qui a commencé sa carrière sans savoir réellement par où commencer. Donc, j'avais aucun exemple, j'avais aucun modèle. Donc, il a fallu en fait que qu'on sorte un petit peu. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on décloisonne un petit peu ce qu'on avait dans la tête. C'est-à-dire qu'on était dans des enfermements psychologiques. Et il a fallu qu'on décloisonne un petit peu ces idées arrêtées, ces stéréotypes, et qu'on réussisse à aller au-delà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été vers des modèles, mais on est sorti du quartier pour aller chercher des modèles en maison de 10 pour savoir comment fonctionnait une major. Et c'est de là qu'on s'est constitué tel quel, avec des éléments, on va dire, complètement, complètement en rapport avec le modèle d'une maison de disques. Et puis du coup, on s'est un petit peu, on va dire, on a modélisé des systèmes sans vraiment savoir en quoi ça consistait. Et on a appris, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc on a appris comme ça. Et au fur et à mesure, on a grandi et on a commencé vraiment à atteindre un niveau d'organisation qui nous a permis de nous lancer. Et c'est ce qui m'a aujourd'hui, on va dire, permis de mettre de réussir cette carrière et de faire ce que j'ai fait. Et j'ai envie de dire que de tout ce que je retiens, c'est décloisonner les mentalités. C'est-à-dire, faites en sorte en fait, de faire tomber tous ces clichés. Aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de disparités qui sont liées à des terminologies telles que l'homophobie, telles que comment dire, le racisme, l'antisémitisme, beaucoup de terminologies. Mais en réalité, on est simplement des êtres humains. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut sanctionner, c'est l'injustice. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des compétences, mais qui ne sont pas jugées à juste titre. Il y a des personnes qui ont des moyens, qui ont des... tout à l'heure, j'entendais parler de notre ami qui évoquait un problème de logement, mais qui malheureusement ne trouve pas de moyens en ayant, je dirais, les outils financiers pour pouvoir y habiter, mais malheureusement, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que tout cet encloisonnement psychologique, tout cet enfermement aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, on se divise. On interdit pour obliger. On dit qu'on ne peut pas porter le voile, mais on oblige certaines personnes, on leur donne des devoirs, mais on ne veut pas leur donner des opportunités. Tout ça, pour moi, ce sont des problématiques qui font qu'on se bloque et qu'on s'enferme dans des idées arrêtées et qu'on n'y arrive pas au final. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut décloisonner tout ça. Il faut arrêter avec toutes ces terminologies qui veulent, pour moi, qui veulent rien dire du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des êtres humains et il faut donner des opportunités à ceux qui ont les capacités d'y répondre. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on arrive vraiment et je voudrais qu'en plus, on termine avec quelques mots de Stéphane Troussel qui écoute beaucoup, qui prend beaucoup de notes pendant la réunion. Alors, il faudra, et on va être obligé d'être court à la fin. Mais Frédéric Denis, vous êtes là. Où êtes-vous, Frédéric Denis? Voilà, comme je ne vous connais pas. Voilà, merci de vous lever. Vous êtes responsable des élus verts du département. Vous êtes une conseillère départementale. Une réaction, j'allais dire en 2 phrases, à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous retenez de la soirée? Alors, ce que je retiens d'abord de cette soirée, c'est que franchement, il faudrait pouvoir raconter l'épopée de cette jeunesse. Enfin, je veux dire, ce qu'on a entendu là, ce sont des paroles de héros et de héroïnes, véritablement. Et ça, je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir... Enfin, c'est ce qu'on fait ce soir, mais il faudrait pouvoir la porter encore plus loin. Et il y a une vraie geste à raconter et à reconnaître. Et cette jeunesse-là, elle a un sens formidable de la débrouille, elle a un formidable engagement, malgré plein de difficultés. On les a entendues, logement, reconnaissance, emploi, etc. Et pourtant, elle bouillonne de liberté. Enfin, vous bouillonnez de liberté, vous bouillonnez de désir de liberté, vous bouillonnez de solidarité. Voilà. Et du coup, en même temps, avec le risque de la résignation et du renoncement, parce qu'on l'entend aussi. Hein. Donc la question, c'est comment, ce que vous venez de dire, monsieur, comment redonner, décloisonner tout ça, comment remettre de l'air
pour que cette jeunesse qui bouillonne, elle puisse retrouver du souffle dans un pays qui est en train de se scléroser, parce que c'est ça que j'entends aussi en creux, hein, voilà, dans un pays qui se sclérose. Donc comment lui redonner du souffle, de l'air? Et moi je pense que l'écologie, ça peut être une réponse. Très bien, merci beaucoup. Alors, on est également en présence d'Émilie Lecros. Bonsoir. Avez-vous un micro? Pas tout de suite. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Donc, je suis Émilie Lecros, je suis conseillère départementale et puis je suis présidente du groupe communiste insoumis et citoyen au conseil départemental. J'imagine qu'il faut que je donne mon avis sur ce que j'ai entendu ce soir. Voilà, c'est un exercice super compliqué, mais vous allez y arriver. Je reprendrai la phrase du jeune homme, j'ai marqué les idées mais pas les prénoms, je suis désolée, qui disait la France, elle est belle de loin, mais des fois quand on la regarde de près, elle réinterroge. Et je trouve que c'est pas loin d'être faux quand même. C'est-à-dire qu'on a un pays qui a été marqué par son histoire et sa richesse, mais aujourd'hui, quelle place il laisse à sa jeunesse? Quelle place il laisse aux jeunes pour pouvoir se construire, à avancer, que ce soit en termes d'emploi ou de droit, ou sur tout ce qu'on veut pour pouvoir avancer collectivement. Et je trouve que c'est extrêmement fort, parce qu'on a eu des témoignages, je crois que c'était le jeune homme derrière qui disait sur les droits, d'un côté, on infantilise la jeunesse en lui disant qu'elle n'est pas capable de pouvoir avancer, et de l'autre côté, on lui dit, débrouille-toi pour trouver les droits qui vont te permettre de pouvoir accéder à un logement ou à un emploi. Et donc, on est quand même sur un espèce de truc qui est antagoniste, où on fait à la fois, quand ça nous arrange, bah, les jeunes, taisez-vous, c'est pas très intéressant ce que vous a raconté, vous êtes beaucoup trop enfants pour le faire, et de l'autre côté, quand on doit revendiquer les droits et leur permettre de pouvoir construire leur vie, en leur disant, débrouillez-vous, c'est à vous de le faire et avancer comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tout le débat qu'on a, un point qui est marqué pour moi, c'est comment on donne les moyens aux jeunes de construire leur vie, en leur laissant une place de pouvoir exprimer leurs idées, mais aussi en leur laissant une place de pouvoir avoir un emploi, accéder à un logement, et donc par un bout de sécuriser leur parcours de vie pour pouvoir avancer là-dessus. Je finis juste avec quelques mots, parce que vous demandiez, c'est quoi le rôle du conseil départemental? Donc le rôle du conseil départemental, c'est d'être chef de file de l'action sociale, et donc de pouvoir aider les gens qui ont besoin pour pouvoir mettre en place l'action sociale sur la perte d'autonomie. Il n'y a aucune collectivité qui est compétente sur les questions de jeunesse. On considère que c'est une question qui est transversale à l'heure actuelle, et il n'y a aucune collectivité. Alors que dans le même temps, on dit que c'est les premières victimes de la précarité, c'est les premières victimes du non-droit, et qu'aujourd'hui, on a besoin de regarder aussi comment on fait en sorte que cette question-là, elle soit prise pleinement pour pouvoir avancer. C'est un travail transversal, mais je pense qu'il faut qu'on regarde comment on avance dessus. Merci. Merci. Merci à toutes les deux, parce que on a tous l'habitude, enfin nous en tout cas, c'est pas souvent que les élus arrivent à parler de manière aussi énergique et si courte dans des réunions publiques, et c'est vraiment un très bon exemple. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. On va vers la fin et je veux laisser un mot de conclusion bien sûr à Stéphane Troussel. On va faire un test, c'était pas prévu du tout, on a essayé d'improviser ça avec Sarah il y a un instant. Moi je voudrais savoir qui parmi vous est sûr et certain d'aller voter le 10 avril. Voilà. Qui est sûr et certain de ne pas aller voter? Vous avez le droit, hein, vous ne vous inquiétez pas, personne ne va être blâmé. Qui se pose des questions? Il n'y a pas beaucoup de questions. Non, mais vous avez le droit d'aller voter et de vous poser des questions. Voilà. Alors moi, je voudrais bien qu'on ait 3 interventions. Ça sera pour terminer, avant que Stéphane Troussel ne prenne la parole. Parmi ceux qui sont sûrs d'aller voter, alors qu'on a entendu, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, on ne sait pas si ça va peser, on ne sait pas comment faire, on nous dit qu'il faut voter utile, et vous avez quand même décidé d'y aller. Alors donnez-nous une bonne raison. Alors voilà, il y a un jeune homme qui lève, on ne vous a pas entendu. Allez-y, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. On va faire un garçon et 2 filles pour équilibrer. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Clément, je suis en 2e année d'histoire à l'Institut catholique de Paris et je viens de Noisy-le-Grand, donc la ville la plus au sud du 93. J'ai fait de la route pour venir. Et toujours est-il que pourquoi vous êtes sûr? Pourquoi je suis sûr d'aller Alors voter? qu'on a entendu tout ça ce soir. Parce que je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais je crois à la démocratie représentative. Je pense que actuellement, on a un système législatif en France qui fait que, en même temps l'élection présidentielle, en même temps les élections législatives. Et donc voter pour l'un ou l'autre, eh ben, c'est ce qui permettra de faire les lois pendant 5 ans, voire 10 ans. D'accord. Merci. Une personne qui a décidé de ne pas le faire parce que vraiment, ça a l'impression que ça compte pas, ça ne va pas le faire, etc. Allez, il faut avoir du courage, il faut le dire. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est David Guémon, j'habite à La Courneuve, je suis analyste crédit. Je voulais intervenir un peu longtemps, mais il y a plus de temps. Au fait, ce que je voulais dire aux politiques, aux politiciens et à tous les élus locaux ou bien un peu partout, c'était essayer déjà de donner un peu de sens à la devise française. Parce que pour nous, la France, c'est ce qui représente la devise. C'est l'égalité, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est hyper important. Dès lors que nous saurons s'inscrire dans cette logique, je vous promets que
on ne va plus se poser les questions pour aller voter ou bien pour faire quoi que ce soit. C'est hyper important. Et dernièrement, le président du département l'a dit tout à l'heure, dans le 93, on est très caricaturé. C'est hyper important. Et je pense que je vais donner une petite anecdote, et les jeunes d'ici ne m'ont pas dit le contraire. Si tu es dans le 93, c'est hyper difficile. Par exemple, tu vas dans le 16e pour dire je vais essayer de draguer une copine. Et dès que tu dis je suis dans le 93, c'est impossible. C'est une mission presque impossible. Donc voilà. Donc je pense qu'ils savent déjà ce qu'il faut faire. C'est hyper important. Merci. Il faut draguer à proximité. Alors, merci beaucoup. Allez, on va conclure. Et il y a un cocktail derrière, à l'étage du dessous. Donc on pourra poursuivre la discussion avec les élus qui sont là et entre vous. Et vous allez voir qu'il y a des suites. Je te laisse, Sarah. Vas-y. Monsieur Stéphane Troussel, je suis un peu gêné à votre place. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'on en fait? Venez, rejoignez-nous et dites-nous tout. Bon, je vais pas faire une conclusion, simplement vous dire ce que moi j'ai ressenti aussi en vous écoutant. D'abord, et y compris la dernière intervention, j'avais commencé les quelques notes parce que je voulais vous dire, un peu parce que vous nous avez dit à l'instant. D'abord, ce soir, vous avez toutes et tous exprimé une haute idée de la France. Plusieurs fois, certains d'entre vous, vous êtes revenus sur la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Il y a quelqu'un qui nous rappelait qu'on pouvait peut-être y ajouter sororité, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, d'un grand attachement à ces valeurs républicaines. Et c'est la deuxième chose que je veux dire. On est bien éloigné du discours rabougri, recroquevillé, en particulier concernant la jeunesse, qui serait désabusée, qui ne s'intéresserait à rien, qui croirait plus à ces valeurs républicaines. C'est tout l'inverse qu'on a entendu ce soir. Et finalement, à chaque fois que vous portez un regard critique sur la situation, c'est plutôt en interpellant le pays sur le fait que c'est le pays qui s'éloigne de la devise républicaine. C'est le pays qui s'éloigne de liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça qui, justement, vous fait réagir. Et j'ai Sarah qui me montre le décompte des minutes. Quand il y a du racisme, de l'exclusion, des inégalités, de l'incapacité justement à permettre à la jeunesse de ce pays de pouvoir se lancer. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus. Plusieurs fois, vous avez employé l'expression, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, et je m'en excuse de ne pas avoir retenu le nom, je sais pas, je crois que c'est peut-être Inès, en insistant finalement sur des exigences, j'ai presque envie de dire, simples, normales, vivre dignement, pouvoir se lancer, pouvoir participer, être égaux, être égal, être respecté. Eh bien, franchement, moi, je suis plutôt assez fier à la fois de cette vision, de cette lucidité aussi sur ce qu'est notre pays. C'est pas, encore une fois, ce pays recroquevillé, rabougri, replié sur lui-même. Beaucoup d'entre vous ont commencé la réunion, je crois, en insistant sur l'idée que, finalement, quand on était à l'étranger, on avait une vision beaucoup plus positive de ce que nous étions, de ce que nous faisions tous ensemble, alors qu'à l'intérieur du pays, on a parfois l'impression d'être bridé dans nos capacités, dans nos volontés, dans nos manières de faire. Alors, et je termine par là, j'ai dit que je n'en ferai pas de conclusion. Je crois que c'est Sabri tout à l'heure qui m'interpellait sur à quoi sert le département. On ne va pas faire ce soir un exposé sur les responsabilités ou les compétences du département, mais moi, en tout cas, la conception qui est la mienne de ce à quoi il peut servir, c'est aussi de permettre de porter la parole, le visage de ce qu'est la Seine-Saint-Denis réellement. Et si cette soirée, elle peut nous servir dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à porter cette parole-là et cette autre image et cette autre idée de ce qu'est notre territoire, qui, de mon point de vue, va compter pour le pays tout entier, le département, il aura peut-être servi à quelque chose. J'essaye de ne pas être trop long, je veux juste insister sur une idée. Finalement, ce que vous avez dit ce soir, moi, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que notre pays, la France, se voit tel qu'il est vraiment, et pas comme il se fantasme depuis trop d'années. Je prends souvent cet exemple-là, vous comprendrez pourquoi. La Seine-Saint-Denis, elle va, avec Paris, organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. La France, elle avait perdu en 2012 contre Londres. Et je prends toujours cet exemple. Paris avait fait un petit film qui avait montré le Paris patrimonial en noir et blanc, avec une vision de la France avec la baguette et le béret.
Mais cette vision-là, c'est un fantasme. Et Londres, par contre, avait gagné en mettant en avant son énergie, ses talents, sa diversité, sa jeunesse. Eh bien, je pense qu'un des problèmes de notre pays, il est aussi là. Donc il faut que nous nous voyions collectivement tels que nous sommes vraiment. Et on a la chance, c'est une chance dans un continent qui est en train de vieillir. La France a une démographie plus forte que les autres. Et la Seine-Saint-Denis, au milieu de la France, elle a une démographie encore plus importante que le reste du pays. Et bien ça, c'est un atout. Et donc, voyons-le comme un atout. Et donc, je vais essayer, à partir de ce qu'on va essayer de rassembler comme matière, autour peut-être des quelques exigences qui se sont exprimées, interpellation, attente, espérance, interpeller les candidates à l'élection présidentielle et candidats à l'élection présidentielle en leur disant, écoutez, voilà la parole de ceux qui vont faire l'avenir du pays. Dites-leur ce que vous en pensez. Ils vous écoutent, ils vous entendent, ils vous attendent. Merci à vous en tout cas. La prochaine fois, on va les inviter, les 12, à venir ici, parce qu'ils n'auraient pas perdu leur temps. Je crois que ce serait très bien. On vous remercie tous. Il y a un petit cocktail derrière. On va boire, on va échanger. Et il y en a certains d'entre vous qui ont été sollicités pour envoyer des messages directs aux candidats, de manière à ce que ça puisse leur être adressé. Je vous invite à retrouver nos équipes pour ça. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous.